Officiellement, la VOD de débrief commence maintenant. L'Irlande est un pays qui attire beaucoup les touristes français, qui fascine même parfois, et qui pour autant est largement méconnu sur le plan linguistique. Beaucoup de Français ignorent par exemple que l'anglais n'y est ni la langue nationale, ni même la première langue officielle. Ce n'est pas la langue dans laquelle le président fait sa déclaration, par exemple, et ce n'est pas non plus celle qu'elle a fait valoir auprès de l'Union européenne. Les plus aguerris savent quelle est la langue historique. Le gaélique, disent-ils souvent. Mais ce n'est qu'une demi-vérité. On va revenir sur cette notion, parce que ce terme recouvre d'autres réalités également qui n'ont pas toujours un rapport avec l'Irlande. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous faire découvrir une situation linguistique singulière en Europe. Vous allez découvrir que même s'il existe une volonté politique, on n'arrive pas toujours à ses fins, et que parfois une politique linguistique peut à la fois défendre un objectif et paradoxalement tout ce qui mène à son échec. Et on parlera beaucoup de l'anglais, bien sûr, qui décidément est une langue difficile à chasser une fois qu'elle est au bercail. Et je vois qu'il y a déjà des gens qui ont déjà appris un truc dans le chat. Oui, enfin l'anglais n'est pas la langue nationale en Irlande. Voilà. Très important. La langue historique de l'Irlande, ce n'est pas vraiment le gaélique, c'est plutôt l'irlandais. Tout simplement. Historiquement parlant, le gaélique a été une langue unique au Moyen-Âge et s'étendait alors sur toute l'Irlande et sur une bonne partie de l'Écosse. Et sur l'île de Man, qui est en vert, il va de soi, puisqu'il y a un gaélique manois qui a existé en tant que dialecte, qui ensuite a disparu il y a un siècle ou un siècle et demi à peu près. Donc bon, je ne l'ai pas précisé parce que c'était un peu lourdingue, c'est un peu redondant, mais sur la carte c'est bien affiché. Hein. On utilise également le terme de vieil irlandais pour éviter l'ambiguïté du terme gaélique. Cette langue a évolué différemment avec le temps, en Écosse et sur l'île de Man où elle est désormais éteinte. En Irlande, c'est bien le gaélique irlandais qui est officiel aujourd'hui, et pas le gaélique tout court, qui n'est pas le même ailleurs. Dire gaélique pour parler de l'irlandais, c'est comme dire bas-allemand pour parler du néerlandais, ou dire scandinave pour parler du danois. C'est pas faux, mais ce n'est pas la réalité stricte non plus. Tout comme il existe plusieurs langues scandinaves, il existe plusieurs langues gaéliques. Qui ont plusieurs normes orthographiques différentes, on va le voir. Et donc le gaélique écossais et le gaélique irlandais sont deux langues différentes. Et il n'est même pas dit qu'un locuteur du gaélique écossais et un locuteur du gaélique irlandais puissent se comprendre. Ça ne va pas de soi. L'irlandais est une langue celtique et c'est même d'ailleurs la seule au monde à être officielle dans un pays. En effet, le gallois n'est pas une langue officielle du Royaume-Uni, même pas au Pays de Galles, où il a seulement une reconnaissance régionale. Et en France, eh bien le breton n'a aucun statut officiel parce que la France et sa politique vis-à-vis des langues régionales, TMTC, ça ne vous aura pas échappé, j'en parle dans toutes les vidéos ou presque. Le gallois a beau ne pas avoir de statut officiel, et là je peux le préciser ici, c'est probablement, et c'est même certainement, la langue celtique qui a la plus grosse dynamique actuellement. Ce qui est paradoxal puisque c'est la langue celtique la plus parlée proche de Londres, qui est clairement le centre en Europe de la langue, qui est l'anglais qui vampirise le plus et qui vraiment est le plus incriminé pour le recul de la diversité linguistique. Pourtant, le gallois est une langue qui se maintient très bien. Très bien. Et d'ailleurs, notons que, et ça j'en parlerai sur la fin de la vidéo, ce n'est pas parce que beaucoup de Gallois parlent gallois, et même d'ailleurs dans pas mal de régions du pays où c'est la langue majoritairement parlée, que c'est la région qui est aussi la plus sécessionniste, puisqu'en réalité, c'est même pas le cas du tout, en réalité. Pour être plus précis, l'irlandais est une langue celtique insulaire. Les langues celtiques continentales, dont faisait partie le gaulois, ont disparu durant l'Antiquité. Pour être plus précis, c'est une langue celtique insulaire du groupe gaélique, en opposition au groupe brittonique, qui contient le gallois et le breton, dont je viens tout juste de parler. Et donc du coup, là, britannique, ça prend 1 T2N, mais brittonique, ça prend 2 T1N. Ça, c'est un truc à retenir. Et du coup, effectivement, les langues brittoniques étaient parlées en Britannia, donc au Royaume-Uni actuel. Et le breton, et j'insiste là-dessus, le breton est une langue celtique insulaire. Hein. Le breton ne vient pas du continent. Le breton vient du Royaume-Uni, du sud du Royaume-Uni, plus précisément. Et c'est entre le 3 et le 6e siècle, et notamment surtout le 5 et le 6e siècle, où les Bretons migrent de ce qu'ils appelaient la Grande-Bretagne vers la Petite-Bretagne, qui est la Nouvelle-Bretagne.
Et le gallo, non, le gallo, ça n'a rien à voir. Le gallo, c'est une langue latine, une langue d'oïl, une langue romane. Pour les plus experts d'entre vous, je dirais même que l'irlandais est une langue celtique Q, c'est-à-dire que le quo indo-européen a été conservé, et il s'oppose alors aux langues celtiques P, où ce quo est devenu un P. Pour cette raison, le mot irlandais can, signifiant tête, correspond par exemple au breton pen. Alors cette distinction n'a l'air de rien comme ça, mais elle a été autrefois fondamentale en linguistique historique. C'est vrai qu'à la base, en fait, quand on a découvert qu'il y avait des langues celtiques Q, des langues celtiques P, des langues celtiques P, on s'est dit, bah voilà, à la base, il y avait une langue celtique de base, et puis il y a eu deux trajectoires, d'un côté Q, d'un côté P. En fait, non. Ces évolutions sont apparues à travers des rameaux qui étaient différents. Elle a notamment été utilisée pour mettre le gaulois à côté du breton, puisqu'il y avait aussi en gaulois cette mutation du quo en peu, alors qu'on sait aujourd'hui que le gaulois était bel et bien un autre rameau. Et donc du coup, effectivement, il y a pas mal de gens qui ont essayé du coup de rapprocher le breton avec le gaulois sur ces critères. Alors juste avant l'arrivée des Bretons, on parlait surtout à cette époque déjà latin, et dans quelques régions encore gaulois, même si on parle d'une minorité de la population et d'une minorité vraiment très minoritaire. Là pareil, j'en parle pas dans cette vidéo, on peut en faire une petite parenthèse si vous voulez. Il se trouve que la Bretagne était aussi extrêmement dépeuplée, et que la plupart des régions qui aujourd'hui sont nommées en breton, en fait, ont des noms qui ne viennent pas de nulle part. Par exemple, Cornouailles, qui est une région de Bretagne, correspond à la région Cornouailles de Grande-Bretagne. Il y a eu des équivalences du genre. Et il y a des Bretons qui ont essayé, notamment dans les courants nationalistes, de défendre la théorie du il n'y a jamais eu de population, il n'y a pas eu d'usage discontinu de la langue celtique en Bretagne. C'est-à-dire qu'en gros, le breton est l'héritier quelque part du gaulois parce que les Gaulois n'avaient pas encore arrêté de parler gaulois au moment de l'arrivée des Bretons. Et donc on aurait le gaulois comme ça, qui aurait été un terreau sur lequel le breton se serait constitué, et donc quelque part, c'est la continuité. Or, il se trouve que cette hypothèse est minoritaire aujourd'hui. Si, encore une fois, des gens parlaient encore gaulois au moment où les Bretons sont devenus majoritaires dans la région, et encore, les Bretons sont surtout mis dans des endroits où il n'y a pas grand monde, à la base, les quelques personnes de Gaulois qui restaient étaient déjà en minorité. Le gaulois était probablement une minorité linguistique à partir de la fin du IIe siècle, en Gaule. Voilà. Notons aussi que les langues celtiques ont deux particularités qui les singularisent en Europe, et qui par ailleurs ont inspiré les langues de Tolkien. Et là, si vous avez vu ma vidéo sur l'elfique, vous savez de quoi je parle. Le verbe se met en tout début de phrase, avant le sujet, on parle alors de structure VSO, verbe, sujet, objet. Et cette structure, eh bien, elle n'est pas très courante dans le monde. Ouais, c'est une structure assez rare. Deuxièmement, les premières consonnes d'un mot mutent souvent devant les articles ou devant les prépositions. Par exemple, cat devient ahat, son chat, ou encore agat, leur chat. Ces mutations de consonnes, c'est ce qu'on appelle la lénition ou ce qu'on appelle l'éclipse. Et effectivement, j'en ai parlé dans la vidéo sur Tolkien, mais les mutations, alors pas de l'irlandais spécifiquement, mais plutôt celles du gallois, ont inspiré Tolkien pour la création de l'elfique. Là, je vous ai pris un exemple dans ce qui se fait de plus simple, et si jamais vous voulez d'autres exemples, si jamais vous voulez en apprendre plus, eh bien, Internet est plein de bonnes informations, évidemment, je ne vous l'apprends pas. Sinon, comment est-ce que vous seriez arrivé jusqu'à cette vidéo, finalement? Géographiquement, le territoire où l'on parle irlandais s'appelle Gaeltacht. Ce terme, officialisé en 1926, très dur à prononcer, correspond au terme écossais Gaeltacht, qui fait référence à la même chose, mais en Écosse. Je me suis beaucoup entraîné pour prononcer ça. Et vous voyez, hein, c'est le même mot, mais écrit vraiment de manière différente, en écossais et en irlandais. Alors je ne vous avais pas prévenu, mais oui, l'orthographe, bien qu'elle soit logique en irlandais, est assez déroutante. Et encore, ça c'est si jamais vous n'avez pas besoin de prononcer les mots en gaélique, où là c'est une autre forme de déroute qui se met en place. Pour répondre juste à la question sur le gaulois, alors, les Gaulois ont écrit quand même. Hein. C'est pas parce qu'ils écrivaient peu qu'ils n'écrivaient pas du tout. Ça ne nous aura pas échappé, mais le territoire qui correspond à la zone où l'irlandais est parlé ne correspond pas au territoire irlandais entier. Pourtant, c'était le cas au Moyen-Âge. Et même à une époque. Oui, il y a eu plusieurs réformes d'orthographe même. Alors comment expliquer un tel recul? Il y a eu plusieurs réformes de l'orthographe dans l'irlandais, et il y en a même encore des courants réformistes aujourd'hui d'ailleurs. Avant 1845, il y a donc à peine 2 siècles, 90% de la population irlandaise parlait irlandais. Et ce chiffre chute à 20% de la population à peine 15 ans plus tard. En une génération, l'Irlande change donc radicalement de langue. Et dit comme ça paraît un peu dur à croire. Et pourtant.
C'est vrai que normalement, ce n'est pas possible. Qu'on se le dise. On vous dit, il y a un pays parlé à 90% telle langue, et 15 ans plus tard, c'est une langue bien minoritaire. Normalement, c'est juste pas possible, puisqu'il y a une continuité des générations qui font que il faut vraiment qu'il se soit passé quelque chose de très 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 important, et qu'il y ait eu vraiment, ou voire plusieurs choses de très importantes pour qu'on puisse arriver à un tel résultat en aussi peu de temps. Le gaélique écossais a pour origine le gaélique irlandais, ou c'est deux rameaux distincts. Le gaélique écossais et le gaélique irlandais ont la langue gaélique comme dénominateur commun au Moyen-Âge, qui vient d'Irlande. Un rapport avec la famine, l'émigration, oui, la colonisation, il y a eu tout un tas de facteurs qui font qu'en vraiment l'espace de 15 ans, la décrue a été extrême. Et donc effectivement, souvent quand on présente des chiffres comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de morts dans l'équation, c'est presque obligatoire. Ce changement profond, il est dû à deux facteurs qui vont de pair. La colonisation britannique, tout d'abord, qui importe l'anglais et qui l'impose localement, et la Grande Famine. Vous en avez très certainement déjà entendu parler, mais la Grande Famine est une crise agricole et politique majeure qui s'étale de 1845 à 1852 et qui conduit à une crise démographique et économique qui dure encore plus longtemps. Conséquence de cet épisode, en un demi-siècle, l'Irlande perd la moitié de sa population, passant de 8 millions C'est énorme. à un peu plus de 4 millions début 1900. Comme l'irlandais était surtout bien implanté et parlé dans les milieux les plus ruraux, la Grande Famine frappe avant tout les irlandophones qui émigrent pour beaucoup au Canada ou aux États-Unis, où ils sont rapidement assimilés. Et ça, il y a un lien avec, et j'en parle d'ailleurs, il y a un lien avec l'épisode que j'ai fait sur les pandémies. Je me souviens d'un exemple où j'ai parlé dans l'épisode sur les épidémies, sur les changements de langue liés aux épidémies ou à la peste, etc., ou aux maladies. Les locuteurs du vieux prussien, en fait, c'est la peste je crois, des années 1800 qui les a vraiment finis, quoi. Parce qu'en fait, c'était des gens qui étaient plutôt ruraux. La peste touchait à ce moment-là plutôt les zones rurales. Les gens des villes avaient mis il y avait en place des mesures de confinement, etc. Ce qui fait que du coup, comme il y a les langues vraiment sont aussi le reflet d'une situation sociale et donc de différence de classe sociale. Quand un phénomène touche beaucoup plus une classe sociale qu'une autre, eh ben elle peut linguistiquement avoir des impacts très importants et très différents. Et vraiment déterminants, comme c'est le cas ici. Effectivement, comme c'est les plus pauvres qui parlent irlandais et que c'est les plus pauvres qui meurent de faim, eh ben forcément la population de locuteurs d'irlandais, elle chute drastiquement, quoi. Ceux qui restent, eh ben ils meurent souvent de faim ou de maladie. Les bourgeois qui sont moins touchés sont plus proches du pouvoir britannique. Oui, l'autre langue, c'est déjà l'anglais. Beaucoup adopté l'anglais. Mais à l'époque, l'anglais est minoritaire. L'anglais est minoritaire, il est seulement majoritaire dans quelques villes, et la bourgeoisie parle anglais. Ou au moins, la bourgeoisie est bilingue. Les grandes villes où ils sont installés voient même leur population croître durant cette période difficile. Les orphelins induits par la famine, quant à eux, sont placés dans des établissements où l'anglais est la seule langue tolérée et enseignée. L'instruction religieuse catholique, en l'absence de Bible officielle traduite en irlandais, n'est dispensée qu'en anglais, ou éventuellement en latin. Pour ces raisons, l'irlandais connaît un recul sans précédent au cours de la deuxième moitié du 19e siècle. En 1871, les 2/3 de l'île ne le parlent plus du tout. Le comté de Leinster, où l'irlandais avait déjà bien reculé, perd la totalité de ses irlandophones avec la famine. Il y a trop moyen de faire une collab linguistique et notabene. Cet épisode devait potentiellement être une collab, mais en fait Ben avait un calendrier à respecter par rapport à son épisode lui-même sur l'Irlande. Et sur le côté des États-Unis, les Irlandais qui ont migré aux États-Unis, et d'ailleurs en Australie, on sait qu'il y a un impact, il y a probablement eu un impact linguistique de la part de tous les locuteurs qui parlaient des langues celtes. Les Gallois, les Irlandais, les Écossais, etc. A priori, ça aurait donné un peu la couleur de l'accent irlandais, c'est ce que j'ai pu lire. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre qui sortira à la fin de l'année, évidemment. Et surtout, par contre, la plupart des Irlandais qui ont migré aux États-Unis, très rapidement, en l'espace de 2 ou 3 générations, se sont assimilés à la population locale qui parlait anglais. Ce qui n'a pas été le cas des locuteurs du gaélique écossais au Canada, en Nouvelle-Écosse, où une partie s'est maintenue et se maintient encore aujourd'hui, même s'ils sont genre 10 000. Il y a encore genre à peu près 10 000 de locuteurs du gaélique écossais au Canada, en Nouvelle-Écosse, mais c'est parce qu'il y a l'insularité qui joue beaucoup. Et du coup, ils étaient majoritaires dans certains bleds, dans certains villages. Ça a beaucoup changé. Mais là, effectivement, du coup, ce que je viens de dire, pour paraphraser, c'est tu te tapes une famine qui touche les pauvres, les gamins, orphelins, tous éduqués en anglais. Ils sont très catholiques, la liturgie en anglais, plus la population des villes qui augmente
Alors que les campagnes, vraiment, c'est une décrue pas possible, encore une fois. Je disais, en un demi-siècle, ils perdent la moitié de leur population. Les villes qui, déjà, s'étaient mises à l'anglais, notamment la bourgeoisie, toujours la bourgeoisie. La bourgeoisie, elle change très... La bourgeoisie, c'est la classe sociale qui change le plus rapidement de langue. Pour des intérêts économiques, la plupart du temps. Et bien, tout ça fait que l'irlandais a pris, mais coup dur, direct, quoi. En 1901, on ne comptait plus que 641 000 irlandophones, soit un peu moins de 15% de la population de l'île. Et en plus, l'irlandais a été interdit une période. L'Irlande obtient son indépendance en 1922. Aussitôt, on cherche à favoriser un retour de la langue irlandaise. Cependant, les habitudes ont la vie dure. Désormais, la majeure partie des Irlandais parlent anglais. De fait, l'administration du pays se fait uniquement... À l'époque, la liturgie était en latin. En latin et en anglais. Je vous jure que c'est vrai. Bon, je vous jure, hein, c'est pas... Ah, alors, petite information, je reviens sur la carte. À l'époque, et ça c'est intéressant, c'est peut-être ça qui induit du manque de précision, toute l'Irlande n'est pas catholique. Toute l'Irlande n'est pas catholique. Une partie, notamment dans le nord, est protestante, et c'est des bibles en anglais qu'ils ont, c'est pas des bibles en latin. Et donc il y a une partie des bibles qui circulent qui sont des bibles en anglais, tout simplement. Et on trouve d'ailleurs des protestants dans les différents centres urbains, etc. Puisqu'on trouve des britanniques dans ces centres urbains. Donc non, il n'y a pas qu'une liturgie. Je sais parce que j'ai fait un épisode il y a 2 jours hein, sur la chaîne du Vortex sur le christianisme, enfin plutôt le catholicisme. Et la Bible en latin, c'est surtout le fait des catholiques. Et même chez les catholiques, on trouve parfois la Bible en anglais. Moins de 15% de la population de l'île. L'Irlande obtient son indépendance en 1922. Aussitôt, on cherche à favoriser un retour de la langue irlandaise. Cependant, les habitudes ont la vie dure. Désormais, la majeure partie des Irlandais parlent anglais. De fait, l'administration du pays se fait uniquement en anglais, et même parmi les pro-irlandais les plus enthousiastes de 1922, on en trouve qui refusent quelques années plus tard que les territoires encore à majorité irlandophone soient administrés en irlandais. Bien que la volonté politique affichée soit alors de défendre et de promouvoir l'irlandais à leur parler dans les Gaeltacht, l'État incite en réalité les irlandophones à se tourner vers l'anglais. Il faut attendre 1928. Donc ça c'est quand même intéressant, c'est-à-dire que la défense de la langue irlandaise est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la lutte de l'indépendance, et d'ailleurs j'avais noté des citations, parce qu'en fait j'ai tout un chapitre là-dessus sur le livre qui sortira à la fin de l'année, sur l'anglais notamment en Irlande, au Pays de Galles, en Écosse, etc., comment il s'est imposé. J'ai tout un truc là-dessus. Et donc, attendez. Pleine navigation. Les langues celtiques sont-elles condamnées? C'est ça le nom du chapitre. Et du coup, on a des citations qu'on trouve, genre des Anglais qui disent que tout Irlandais a une patate dans la tête, et disent ça genre 10 ans avant la famine, coup dur. Ouais, par exemple, Douglas Hyde, qui est le premier président irlandais, avait écrit, qui lui-même d'ailleurs était linguiste, avait écrit tout un tas de trucs hein, sur contre l'anglicisation de la société et sur l'irlandais. Et notamment, il disait, donc je vous donne la version, évidemment, je vous donne la version en français. Si nous laissons l'une des plus belles et des plus riches langues d'Europe s'éteindre sans lutte, ce sera une honte éternelle et un stigmate dévastateur pour notre nationalité. C'est ce qu'il disait. C'est ce qu'il disait du coup au moment avant la lutte pour l'indépendance. Donc il disait ça en 1886, à l'époque où vraiment c'était vraiment un enjeu d'indépendance. Et il disait d'ailleurs plus tard, mon objectif est de sauver la langue irlandaise de sa mort. Donc ça a été une volonté politique très tôt, très tôt au moment de l'indépendance. Même si, et ça c'est assez incroyable, il y a beaucoup de politiques pro-irlandais sur le papier au moment de l'indépendance, mais une fois que l'indépendance est acquise, ces mêmes personnes, en fait, défendent plutôt l'anglais comme langue d'administration et vraiment ont une forme de résistance à imposer l'irlandais comme langue d'administration, y compris dans les territoires où l'irlandais est majoritaire. Et ça, c'est assez intéressant de voir que, du coup, il y a quand même
Et une... alors toi. C'est quand même assez intéressant de voir que ce genre de choses... ce genre de choses se produit, quoi. Hop. Le sujet du bouquin, ce sera sur l'évolution de la géopolitique, etc. En rapport avec la linguistique, blablabla. Pour le commerce, c'était les Anglais qui achetaient les dents irlandaises, mais même pendant la famine, en fait, l'Irlande exportait massivement vers le Royaume-Uni, enfin vers l'Angleterre spécifiquement, ces patates, alors qu'ils en avaient plus sur place pour nourrir la population. Ensuite, pour avoir une vraie décision politique en faveur de la langue historique, l'irlandais devient alors obligatoire dans l'enseignement secondaire. En 1934, il devient aussi obligatoire aux épreuves qui correspondent au baccalauréat. Cependant, à partir des années 40, la politique d'enseignement de l'irlandais faiblit. Le nombre de locuteurs de l'irlandais, lui aussi, n'a cessé de réduire depuis l'indépendance, et ce en dépit des dispositifs visant à le renforcer et à le conserver. Et donc ça, c'est quand même, moi je trouve ça quand même super intéressant, et donc du coup c'est pour ça tous les gens qui disent oui, mais si on donne l'autonomie à la Bretagne, à la Corse, etc. machin, en fait, non, il y a des pays qui récupèrent l'indépendance en faisant du critère linguistique et national un enjeu, et qui, une fois au pouvoir, n'y arrivent pas, quoi. T'as pas parlé du Shelta, je sais même... Du Shelta? Ah, la vidéo est pas finie. Hein. Est-ce que tu parles du dialecte local? Du dialecte en anglais? La langue des travers irlandais. Bah, c'est pas vraiment le sujet, donc effectivement... Non. Du coup, non. L'irlandais est en train de crever, mais pas que, il est aussi en train de reprendre. Alors ça peut paraître paradoxal, hein, dit comme ça, mais vous allez comprendre où je veux en venir. Aujourd'hui, il n'y a plus que 60 000 personnes ayant comme langue maternelle l'irlandais, toutes vivant dans les Gaeltacht, où l'irlandais décroît de plus en plus. Comme l'Irlande compte 6,6 millions d'habitants, alors juste les Gaeltacht, faisant un calcul attendez, rapide, on va juste attendre ça. On voit alors que moins d'1% de la population a la première langue officielle comme langue maternelle, et c'est peu. Les Gaeltacht, juste qu'on soit d'accord, hein, c'est des territoires qui correspondent au moment de l'indépendance, où l'irlandais est encore majoritairement parlé, et donc c'est des territoires qu'on sanctuarise, où vraiment on consolide, vraiment on en fait des havres, vraiment... en gros, c'est la partie de l'Irlande qui n'a pas encore été corrompue par les Anglais, en gros, et qu'il faut sauver, et qu'il faut consolider pour vraiment la protéger, et à partir de laquelle il faut reconstruire vraiment la rediffusion de la langue irlandaise, etc. machin. Et en fait, cette partie-là, elle fond. Vraiment, elles font. Le territoire des Gaeltacht n'a pas évolué. C'est-à-dire la zone officielle, hein, considérée comme les Gaeltacht. D'ailleurs, c'est un mot à la base qui est singulier. Là, j'utilise au pluriel, parce que je n'ai pas utilisé les mots pluriels en irlandais. C'est-à-dire, on parle d'un Gaeltacht normalement, et je sais plus si c'est des Gaeltacht. Je crois, je sais plus ce que ça... C'est le pluriel, bref. Et en fait, le territoire, administrativement parlant, n'a pas réduit, n'a pas bougé, n'a pas augmenté. Par contre, la population de locuteurs de l'irlandais au sein de ces territoires a continué de décroître très bien. Du coup, il y a tout un tas de zones dans les Gaeltacht où, en fait, on ne parle plus irlandais aujourd'hui. À titre de comparaison, 4,6% de la population bretonne a le breton comme langue maternelle. C'est proportionnellement presque 5 fois plus, alors que le breton n'est la langue historique que de la moitié de la région. Pourtant, et donc finalement, le breton est en meilleure santé peut-être. Pour favoriser l'irlandais. Il est obligatoire à l'école, c'est la langue dans laquelle les ministres et le président doivent pouvoir s'exprimer, ils font régulièrement des déclarations dans cette langue d'ailleurs, et ils doivent être en capacité de donner des interviews dans des médias irlandophones. Les fonctionnaires et les... Et d'ailleurs, vraiment, je vais vous montrer à quel point c'est vrai. Vous savez peut-être pas, mais du coup c'est vrai. Alors attendez, vous voyez mon historique, ça me plaît pas trop ça. Je vais juste taper... comment il s'appelle le président irlandais? Président irlandais. Il y a encore des gens qui parlent breton, bah plus, ouais. Président irlandais. Attends, non, je mets Irish President. Speaking Gaelic, je pense. C'est Higgins, c'est ça qui s'appelle. Et regardez. Si je reviens sur la scène.
Donc ça, c'est le président en question. And Princess Michael of Kent. Et je sais pas ce que c'est comme speech, hein, mais... Is cuigas cóir go dre sliamat leis na gioltóri is leis na hauranaha is na dausorid in ska a bhí glacu parts an okoid. Et donc effectivement, il y a quelque chose de très symbolique puisque c'est la langue dans laquelle il doit s'exprimer en premier lieu, alors qu'en réalité elle n'est pas maîtrisée par la majeure partie de la population. Même si théoriquement elle devrait. Et après, si jamais tu vas plus loin, normalement t'as la version en anglais, je pense. Faut voir, hein. Voilà, après il fait la version en anglais, quoi. Les avocats sont aussi tenus de maîtriser la langue afin de pouvoir servir et de défendre les intérêts irlandophones. La signalisation du pays est essentiellement bilingue, et il existe également un... Et d'ailleurs, depuis peu, dans les Gaeltacht, la signalisation est même monolingue irlandais, je crois. Dans certaines zones, en tout cas. Dans une partie des zones de l'Irlande, maintenant, c'est vraiment irlandais, seule langue officielle, au niveau de l'affichage public, dans certains endroits, et pareil, dans certains endroits qui doivent correspondre au Gaeltacht aussi, c'est que maintenant, tous les noms de bled, d'un point de vue strictement administratif, tous les noms de bled doivent être donnés en irlandais. C'est-à-dire que si jamais, là, par exemple, on a Beer qui est Biora, même dans les documents en anglais, on doit écrire Biora. Ça a été voulu. Défenseur des droits des locuteurs irlandophones. Il existe des chaînes de télé en irlandais, des radios et même des programmes pour enfants. Grâce à cette politique linguistique, théoriquement, 1,8 million de personnes disent être capables de parler irlandais. Ça, c'est la théorie. Voilà, ça, c'est la règle, et c'est sur le papier. Parce qu'à côté, il y a la réalité. Parce que dans les faits, la plupart des élèves irlandais ne maîtrisent pas l'irlandais. Parmi les citoyens qui ont l'anglais comme langue maternelle, à peine 100 000 personnes utilisent l'irlandais au quotidien. Au total, l'irlandais n'est donc parlé régulièrement que par 2,4% de la population. Et ce chiffre, lui aussi, tend à baisser. Et c'est pas beaucoup, hein, du coup. C'est vraiment pas beaucoup. Il y a un délire. Hein. Ça fait sourire qu'à Nantes, tout est écrit en breton alors que ça parlait surtout gallo. Oui, ça on en a déjà parlé plein de fois. Hein. En fait, c'est même pire. Beaucoup sont les élèves irlandais à se plaindre de devoir apprendre l'irlandais. Et vraiment à se plaindre. De plus en plus, ces derniers vivent dans un monde qui est américanisé et anglicisé, où les référents culturels ne divergent pas beaucoup de ceux de leurs voisins britanniques. Beaucoup de professeurs ne l'enseignent pas par plaisir non plus. Et beaucoup d'instituteurs le maîtrisent assez mal. Pourtant, il... Et là, j'ai des chiffres. J'ai des chiffres là-dessus. Donc, effectivement, tous les instituteurs sont censés le parler et même l'enseigner. En tout cas, le maîtriser pour pouvoir le transmettre. Et il se trouve que il y a 5% des instituteurs qui ne parlent pas l'irlandais. Et il y a 25% des instituteurs qui considèrent le parler mal. Alors qu'ils sont censés le diffuser et vraiment être le point de départ. Et donc en fait, on comprend assez bien pourquoi il ne l'est pas enseigné au niveau de la petite enfance, puisqu'en fait, il y a une bonne partie du personnel juste qui n'en est pas capable. Et plus il y a de l'érosion, et plus c'est compliqué de massifier cet enseignement, en fait. C'est vraiment compliqué. Oui, effectivement, les Irlandais, oui, ils inventent les mots dont ils ont besoin, comme dans toutes les langues, effectivement. C'est super compliqué à parler comme langue, pas plus que n'importe quelle langue, surtout quand tu l'apprends tôt. Hein. Quand tu l'apprends tôt, ça va. Hein. Et du coup, j'ai vu qu'avant 1999, il était conseillé de dédier 1 heure par jour à la langue irlandaise à l'école. Et depuis 1999, du coup, c'est 2h30 par semaine. Donc, ils ont réduit aussi le temps d'enseignement. Ils ont vraiment réduit le temps d'enseignement. Et je note aussi, hein, les instituteurs doivent pouvoir convaincre les parents. Les instituteurs doivent parfois convaincre les parents d'élèves opposés à son enseignement. Et donc, l'État a mis plusieurs ressources à disposition des parents hein, pour les aider. Mais malgré tout, quand même, la plupart des Irlandais sont pour ces obligations.
Ils sont plutôt pour, a priori. Hein. Les sondages qui sont faits montrent que la population irlandaise, même si finalement elle refuse de parler cette langue et de l'apprendre, elle est très pour qu'on maintienne cet enseignement obligatoire. Voilà. Donc et même d'ailleurs, tu peux, sur un certificat, faire en sorte que tes enfants ne l'apprennent même pas. Et je note aussi, parce que ça du coup je ne note pas dans la vidéo, mais les écoles en immersion, on en avait à peu près 5% en 1940, plus que 4% en 1960, et on est tombé à 0,6% en 1970. Et là, le chiffre, il est remonté à peu près à 3,6% si j'ai les chiffres de 1999, donc j'espère que c'est remonté plus haut. Donc on a vraiment eu un moment où juste les écoles en immersion, ça représentait moins de 1% du total quand même. Donc ça a vraiment décru à ce point-là quand même. Vraiment, vraiment, vraiment décru. D'être bilingue et de l'enseigner aux enfants. Les conditions ne sont donc pas optimales. Si l'apprentissage de l'irlandais est alors obligatoire en théorie, dans la pratique, ce n'est pas toujours respecté. Pour cette raison, le parti Fine Gael, de droite libérale conservatrice, a remis plusieurs fois en cause la place de l'irlandais à l'école, notamment dans les années 2000, et souvent au motif qu'il coûterait trop cher pour une utilité quasi inexistante. Aujourd'hui... Et alors, je sais pas si c'est une candidate ou un candidat qui l'a dit, et que le parti n'était pas d'accord. Je ne sais pas si c'était le parti qui a soumis cette idée à un moment. Je ne sais pas si c'était une opinion majoritaire ou minoritaire. Quoi qu'il en soit, ils sont très rapidement revenus là-dessus. Aujourd'hui, le parti a révisé son jugement, car malgré tout, la majeure partie de la population irlandaise soutient la politique linguistique actuelle. Pourtant, cette politique, elle tend à faiblir. Depuis 2005, l'obligation de maîtriser un minimum la langue irlandaise a été levée pour les fonctionnaires de police. Et à la base, si jamais les fonctionnaires de police doivent comprendre un minimum l'irlandais, c'est parce qu'ils sont notamment amenés à être des fonctionnaires de police dans les Gaeltacht. Et dans les Gaeltacht, la population était censée, en 1927, en tout cas c'était le cas, parler majoritairement irlandais. Et donc, c'est-à-dire qu'il fallait que n'importe... En fait, la règle était simple, c'est que n'importe qui parle irlandais sur le sol de l'Irlande, comme il parle la langue nationale et la langue historique, on doit pouvoir lui fournir un service public en irlandais. En fait. C'est la logique, elle est celle-ci. C'est aussi simple que ça. Et donc, du coup, ça concernait les fonctionnaires de police et ça fonctionnait aussi les PTT, enfin la Poste, par exemple. Il existe toujours pour les avocats, rares sont ceux qui le parlent. Beaucoup de fonctionnaires ou d'employés de services publics ne maîtrisent pas non plus la langue, y compris dans le territoire des Gaeltacht, où l'irlandais est majoritaire chez les sujets âgés. De fait, ces derniers sont paradoxalement incités à utiliser l'anglais. Et c'est ça qui est terrible. C'est comme la population qui gère les services publics, qui tiennent les guichets, sont les avocats, les professions libérales, etc., ne parlent pas l'irlandais dans les territoires où l'irlandais est encore parlé, ces gens-là, les gens qui parlent irlandais, doivent forcément se tourner vers l'anglais. Ce qui fait que, du coup, ils perdent l'irlandais eux-mêmes. En fait, c'est un phénomène qui est structurel, quoi. Pour ça qu'en 1986, l'agence responsable de la promotion de l'irlandais disait que l'administration était probablement l'une des plus grosses forces conduisant à l'anglicisation des territoires qui parlent encore. Donc là, on a vraiment un paradoxe dans ce qui est défendu par l'État et dans ce qui comment c'est appliqué. Le territoire de Gaeltacht est en quelque sorte sacralisé. C'est ce qu'il reste de l'Irlande irlandophone, c'est le lien qui demeure entre la culture irlandaise traditionnelle et un pays profondément anglicisé dont la population est, quoi qu'on en dise, tournée vers Londres ou vers l'Amérique. Pour protéger ce sanctuaire, la signalisation y est uniquement en irlandais depuis 2004. Ah, c'est ça, effectivement. L'administration a l'obligation de faire référence au nom de lieu selon le nom irlandais, comme pour sauver ce qui peut l'être encore. L'industrie touristique s'était opposée à cette mesure, car elle avait pris l'habitude, comme beaucoup d'ailleurs, d'utiliser les traductions anglaises des noms de villes. Si j'emploie ce ton dramatique, c'est que le territoire des Gaeltacht n'a pas évolué depuis 1926, pardon. Il fut détouré. S'il n'a pas reculé, et c'est au moins ça, l'irlandais s'y fait malgré tout de plus en plus rare. Vous avez vu les points verts, C'est extrêmement ridicule. Dans le comté de Mayo, par exemple, entre 2011 et 2016, l'irlandais a vu son nombre de locuteurs réduire de 24%. Cette baisse, elle est induite par plusieurs facteurs. Là, j'ai envie de vous caser une petite citation d'un gars qui était un député qui s'appelle Tom O'Donnell, qui était ministre irlandais des Gaeltacht entre 73 et 77, et il disait « No jobs, no people, no Gaeltacht, no language ». Donc, pas de travail, pas de gens, pas de Gaeltacht, pas de langue irlandaise, quoi. Et donc, effectivement, il avait pointé du doigt déjà dans les années 70 un truc qui est très vrai, c'est qu'il y a un phénomène de classe.
Les gens dans l'Egaltert sont des populations rurales. Ce sont des populations qui socialement sont considérées comme plutôt basses. Le comté bleu, c'est le comté de Mayo dont je parlais justement, où la population les populations irlandophones a réduit de 24% en 5 ans. Et donc, si jamais la population est une population de classe sociale plus basse, ces gens-là vont avoir beaucoup plus de difficultés à conserver leur langue, puisqu'en fait, elle n'est pas associée à du prestige, elle n'est pas associée à du travail, la population recule, c'est un territoire duquel on émigre, etc. Donc il y a tout un tas de facteurs qui font que, quoi. C'est pas juste les écoles, c'est tout un tas de trucs, en fait. Et donc voilà, si ce sont pas des régions économiquement intéressantes, notamment et surtout avec une économie qui rend service au local, avec de l'argent qui est réinjecté localement, etc. Machin. En fait, c'est compliqué, c'est potentiellement voué à l'échec. Toute la politique est potentiellement vouée à l'échec. Le premier, incontestablement, c'est le travail. La majeure partie des Irlandais, et donc des employeurs, ne parlent pas irlandais et cherchent donc des anglophones confirmés et même natifs si possible. La stratégie familiale est logiquement donc de faire tout pour avoir des enfants compétents en anglais, quitte à faire l'impasse sur la langue historique. Le second facteur... Ça, c'est vieux comme le monde, hein. On le trouve partout en France, dans n'importe quel pays d'Europe, vous allez avoir la même chose. C'est que si tu parles une langue régionale, ou même là, dans ce cas-là, la langue nationale, mais que cette langue, elle est minoritaire, et que les employeurs, eux, ils disent « Bah moi, tu parles anglais ou tu parles que anglais avec moi, il faut parler anglais pour avoir du travail. » Si jamais la bourgeoisie localement ou alors les fournisseurs d'emploi sont anglophones, la population va naturellement orienter sa stratégie de reproduction vers cette langue pour maximiser ses chances à elle et les chances de sa descendance de se faire une place. C'est vieux comme le monde, hein. C'est logique, hein. C'est juste... ça marche comme ça depuis toujours, hein. Le facteur qui est lié au premier, c'est l'immigration. Si les citadins s'installent sur la côte bretonne en France, eh ben, ils font la même chose en Irlande. Vivre immergé dans un cadre bucolique celte, ça donne envie, c'est typique, en plus les gens y parlent encore la langue historique, et cette atmosphère, elle est vraiment cool. Sauf que voilà, en ayant tous la même idée, ces anglophones apportent avec eux leur langue. Parfois motivés pour apprendre la langue locale eux-mêmes, hein, en tout cas pour que leurs enfants profitent d'une éducation en immersion au sein d'un milieu irlandophone, rares sont ceux qui, au final, n'abandonnent pas en cours de route. Il leur faut alors des services, des commerces, des médias ou des divertissements en anglais. De fait, la pression linguistique de l'anglais induite sur les irlandophones augmente. Et c'est ça qui est terrible. Un peu comme si l'on avait une gentrification linguistique. Toutes les personnes qui partent en disant « Moi, je suis pour l'Irlandais, vraiment j'ai envie de les défendre, je vais aller habiter chez eux, j'arrive avec mon gros salaire de la ville, j'achète les grosses maisons avec mon salaire de la ville, et je m'installe là, je pose mes valises, et puis qu'après, t'apprends pas l'irlandais, et en fait, tout ce que tu consommes, tu le fais en anglais. Les bouquins que t'achètes, tu le fais dans la librairie où ça vend des bouquins en anglais. Le cinéma que tu regardes, c'est du cinéma en anglais. L'administration, tu parles en anglais, etc. En fait, t'as beau être pour la langue locale, t'es un colon. T'es un anglophone de plus, et en plus avec du pouvoir économique. Donc, tu fais partie du problème dans ce cas-là. C'est dommage. Après, bon, tu peux peut-être jouer sur ta volonté politique et sur les élections, etc. Mais de fait, tu provoques ce que tu cherches à combattre quelque part. Et ça, c'est pas facile. C'est effectivement le phénomène de gentrification quelque part. Il y a ce phénomène de gentrification. Et en Bretagne, tu dis ce phénomène est flagrant sur la côte. Oui, tout à fait. La meilleure chose à faire, c'est de ne pas y aller. Bah, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis juste, c'est que la gentrification, c'est un problème, cela dit. Hein. La gentrification, c'est un problème. En fait, si jamais tu gentrifies une région, tu la transformes. Les locaux sont obligés de partir et donc du coup tu transformes culturellement, architecturalement parlant, de tous les points de vue, même linguistiquement du coup, la région. De toute façon c'est sûr. Donc il y a plein de choses qui sont proposées pour lutter contre ça, lutter contre Airbnb, lutter contre l'achat des maisons secondaires dans les villages en fixant un taux maximum de résidences secondaires. Faire en sorte que les locaux soient prioritaires sur l'achat de biens localement, etc. Ça évite ce genre de choses, notamment sur la gentrification. Il y a des choses qui peuvent être faites. Et si ce sujet vous intéresse concernant la France,
Et si tu vas pour apprendre, si tu pour apprendre la langue, a priori, c'est ok. On en avait parlé dans une vidéo du Vortex, n'hésitez pas à aller la voir, c'est la première de la saison 4, si je dis pas de bêtises, et il paraît qu'elle est plutôt très bien. La saison, hein, pas la vidéo, quoique la vidéo est pas mal si on y pense. Le troisième facteur, finalement, c'est les mariages bilingues. La part d'irlandophones réduisant, la population étant plus mobile qu'au siècle dernier, il y a de plus en plus d'irlandophones natifs qui se marient avec des anglophones natifs. La langue qu'ils parlent entre eux étant l'anglais dans la majorité des cas, c'est aussi souvent la langue de leurs enfants. Alors la question de la préservation linguistique, ça va au-delà. La question de la diversité linguistique, elle est très importante pour tout un tas de trucs hein, qui sont... ça va autant sur le plan de la santé, c'est-à-dire que le bilinguisme est un bénéfice, d'un point de vue de la santé, hein, sur les maladies, certaines maladies neurodégénératives par exemple. Et c'est aussi une question d'indépendance culturelle et d'indépendance religieuse, c'est-à-dire qu'en fait, on pourra en parler. J'ai très envie de faire une très grosse vidéo sur quel impact ça a, l'impérialisme culturel anglo-saxon. Et en fait, l'impérialisme culturel anglo-saxon, c'est rarement au bénéfice des gens qui adoptent le mode de vie anglo-saxon sans vivre ni au Royaume-Uni, ni aux États-Unis, ou même en Australie. Vraiment rarement, pour ne dire presque jamais, en fait, à leur bénéfice. Simplement, c'est une question d'impérialisme linguistique. L'impérialisme linguistique, c'est comme ça que ça fonctionne. La langue, c'est utile, mais c'est aussi vecteur de tout un tas de choses, et notamment vecteur de flux économiques. Donc, il y a vraiment, on pourra en parler pendant 10 ans, c'est vraiment très compliqué. C'est un sujet qui est très très compliqué. Statistiquement, seule la moitié des enfants issus d'un couple bilingue le sont eux-mêmes. En quoi être bilingue est bon pour la santé ? Par exemple, sur le vieillissement du cerveau, on voit, je crois que c'est sur la maladie d'Alzheimer qu'on voit des bénéfices chez les gens bilingues ont moins tendance à le développer. Il faudra que je vérifie cette information. Je sais qu'il y a des bénéfices sur la cognition, hein, le fait de parler plusieurs langues, ça aide. Et donc effectivement, bref, là, parce que du coup j'ai haché cette phrase, et ça c'est quelque chose qui m'a surpris, c'est effectivement le nombre de locuteurs de l'irlandais réduit. Ce qui fait que pour que les irlandophones se reproduisent, ils sont obligés de le faire de plus en plus avec des gens qui ne parlent pas irlandais. Et dans les mariages bilingues, dans un pays où tout est fait pour défendre l'irlandais, et ça qui m'a surpris, c'est que la transmission de la langue irlandaise ne se fait que dans un couple sur 2. Et ça c'est assez incroyable quand on y pense. Parce qu'en fait, ça ne coûte pas bien cher de transmettre sa langue. C'est que du plus. Et c'est peut-être ça, l'un des problèmes à régler tout d'abord, faire en sorte que la transmission familiale continue. Tout ceci étant dit, c'est difficile de voir comment l'irlandais pourrait survivre. Son déclin et même son extinction semblent irrémédiables dans les Gaeltacht. Une étude de 2007 lui donnait une vingtaine d'années à y survivre encore. Une nouvelle étude... Oui, là on parle des Gaeltacht, c'est les 60 000 Irlandais natifs. Je ne sais pas ce que ça vaut sur les nouvelles études. Des Gaeltacht. Mais ça a l'air difficile d'entrevoir un avenir pour l'Irlandais au-delà de 2030, visiblement. Même 2025, peut-être. Et j'en avais parlé d'ailleurs dans une vidéo, mais le Covid, frappant les plus anciens, qui sont les plus dialectophones, va peut-être accélérer cette fin. Et ça, c'est assez... C'est un truc dont on parle jamais, mais effectivement, comme les langues régionales sont actuellement, à l'heure aujourd'hui, en Europe, surtout le fait des plus anciens, comme les anciens sont les plus touchés par le Covid, ça va peut-être avoir un impact sur les dynamiques linguistiques. Mais si c'est vrai... Et donc sur la composition des associations culturelles de défense, c'est pour ça que les associations, ça a ses limites. Hein. Les associations, c'est un truc où il y a surtout quand même beaucoup de... surtout sur le patrimoine linguistique. Il faut qu'il y ait des gens qui aient du temps. C'est beaucoup des vieux à la retraite, parce que c'est beaucoup eux qui le parlent. Et donc quand c'est eux qui meurent prioritairement, du coup ça met un coup aux assos, ça met un coup sur les gens qui défendent ces politiques, et donc du coup ça peut conduire en bout de chaîne en fait à une réduction de la promotion, de l'argent mis à disposition des politiques linguistiques. C'est assez fou. Et aussi un impact tout simplement directement sur la transmission, comme tu le dis, transmission, grands-parents, petits-enfants, etc. Que l'Irlandais risque de disparaître pour ce territoire, cela ne l'est pas forcément à l'échelle de l'Irlande. Plutôt, j'ai bien dit qu'il y avait un regain de l'apprentissage de l'irlandais. Et c'est le cas, et cela peut sembler paradoxal, mais ça ne l'est pas. Et vous allez comprendre pourquoi.
L'Irlande met le paquet pour la promotion linguistique de sa langue ancestrale. Le grand plan politique linguistique en cours, Ils mettent vraiment beaucoup d'argent. qui couvre la période allant de 2010 à 2030, prévoit par exemple l'installation de quartiers celtes où l'irlandais serait la seule langue possible, ou encore un objectif de 250 000 locuteurs natifs à échéance. Et tout cela, évidemment, en addition aux mesures qui existent déjà. Et cela prend. On voit un certain impact. Mais paradoxalement, on ne le voit pas dans les territoires où l'irlandais est déjà parlé. Parce qu'en fait, ça prend dans une toute nouvelle population. Dans les centres urbains, Dublin notamment, une nouvelle forme de l'irlandais est apparue. C'est l'irlandais urbain moderne, qui est une forme standardisée de la langue et qui séduit surtout la classe moyenne, les publics avec un certain niveau d'éducation, les hipsters aussi. Ils mettent leurs enfants dans des crèches ou des écoles irlandophones, ils se forcent à parler la langue entre eux, ils organisent ou ils participent à des festivals en irlandais qui font la promotion de l'irlandais. Bref, donc il y a toute une nouvelle sociologie. À peu près la population dont je parle. Cependant, cette population compte un grand nombre de néolocuteurs, c'est-à-dire d'anglophones parlant l'irlandais comme langue seconde, ce qui induit une influence de l'anglais très palpable. Et quand je dis palpable, accrochez-vous. C'est vraiment exemple, très très palpable. La plupart des irlandophones citadins ne font plus la différence entre les consonnes vélarisées et palatalisées, aussi appelées étendues et étroites. Alors ça ne va Alors, ça va effectivement pas vous aider, comme je le dis dans le truc d'après. pas beaucoup vous parler, c'est Ouais, sûr. on attend la fin de la phrase. Mais sachez seulement que cette distinction, elle est fondamentale dans la phonologie irlandaise, mais elle est difficile à saisir pour un anglophone. De fait, la distinction a totalement disparu dans cette variété. Donc c'est très important, à la base, cette distinction... Alors, ça dépend des dialectes en Irlande. Il y a des dialectes où c'est la distinction, elle est sur toutes les consonnes, d'autres sur certains... Bref, il y a pas... Souvent, il y a une symétrie qui est présente à un endroit dans la langue pour distinguer des vélarisés et de palatalisés, donc des consonnes vélarisées et de consonnes palatalisées, mais c'est pas partout de la même façon, etc., etc., etc. Mais là, plus du tout. Et en fait, ce qui est intéressant, et donc du coup j'ai plein d'exemples, c'est qu'il y a plein de mots du coup qui sonnent exactement pareil, parce que normalement ils se distinguent. C'est ce qu'on appelle de la distinction, il y a de la discrimination sur le sujet. Par exemple, c'est normalement, je l'ai fait vélariser, ça veut dire la vache. Mais bio, ça veut dire vivant, par exemple. Bah, les Anglais vont dire bow. Bah, les anglophones vont dire bow. Avec un petit accent anglais comme ça, ou bow. Pour les deux. Donc déjà, ils vont... du coup, la distinction, elle ne peut se faire que d'un point de vue contextuel. Il y a plein d'exemples, j'en ai noté plein dans mon livre. Par exemple, il y a gro, qui veut dire deux, et gudjo, qui veut dire toujours. En fait, ils disent dao pour les deux. Comme le et le est. Ouais, pareil, c'est un peu ce genre de bail, mais là, c'est vraiment sur les consonnes. Ce serait comme confondre le gueux et le que, par exemple. Il y a une voyelle au milieu, enfin la diff. Non, c'est comment tu prononces la consonne. C'est comment tu prononces la consonne. Soit tu la prononces avec le voile du palais, par exemple, ou alors plus devant, g. Mais bon, ça je l'ai fait mal puisque je suis pas irlandais natif et je me suis pas beaucoup entraîné. Une différence, il y a que le contexte où ils ont pas le choix. J'en ai noté d'autres, hein. J'ai noté free, qui veut dire sous-dessous, à propos de, et fi, qui veut dire tissage, par exemple. Et en fait, en anglais, ils font, au lieu d'avoir une différence entre b et bie, ils vont dire be partout, par exemple. Un peu comme les liés en espagnol. Non, pas trop. Et donc déjà, il y a une distinction fondamentale qui disparaît de fait. Parce que comme les néolocuteurs sont anglophones et qu'ils parlent entre néolocuteurs de l'anglophone, ils ne se corrigent pas mutuellement, ils se comprennent mutuellement avec ça. Et en fait, du coup, c'est ce substrat, cette base à partir de laquelle ils partent, fait qu'en fait, ça conditionne le cadre dans lequel le néo-irlandais s'inscrit. C'est-à-dire que le néo-irlandais est circonscrit dans son champ des possibles par la langue anglaise de base, par la grammaire de la langue anglaise. En irlandais urbain moderne, on a donc du calque de la phonologie anglaise et même une structure simplifiée de la langue, là aussi souvent calquée sur l'anglais, avec un lexique qui puise parfois dans le stock de l'anglais. Donc, ils empruntent aussi les mots de l'anglais quand ils n'ont pas les mots irlandais, évidemment, bien sûr. Et ce que j'ai noté, je sais plus si je le note là. Pas rare alors que le verbe se trouve après le sujet, ouais.
ou que l'adjectif se trouve avant le nom, ce qui correspond au fonctionnement général de l'anglais, mais pas à celui des langues celtiques, comme irlandais. Et oui, donc ce que je disais avant, toutes les langues celtiques ont par exemple verbe en première position, et en néo-irlandais, en irlandais urbain moderne, c'est pas rare d'avoir le verbe en deuxième. L'ordre d'adjectif, qui est l'ordre celui de l'anglais, est pas du tout celui de l'irlandais, ce qui fait qu'en fait, du coup, ils parlent selon le standard des Irlandais, qui parlent, eux, l'irlandais natif, ils parlent à l'envers, en fait. Ils parlent à l'envers, c'est comme si ils parlaient un peu à la Yoda, quoi. Pas le breton. Ok. Pas le breton. En tout cas, le gallois, oui, le vieil irlandais aussi, en tout cas. Et donc, c'est assez important, hein, c'est assez important comme changement. C'est pas des changements. En fait, c'est plein de changements sur plein de pans de la langue qui sont les singularités. Puisque comme ces singularités ne sont pas présentes en anglais, et ben du coup elles ne se retrouvent pas dans l'irlandais parlé par les anglophones. On a aussi parlé des consonnes qui doivent muter, c'est d'ailleurs au cœur de la grammaire irlandaise. Alors ça j'en parlais dès l'émission, les consonnes qui mutent en début de mot. Et bien là elles ne mutent que dans, je crois que je le dis le chiffre mais je peux vous le donner avant, 40% des cas, c'est ça? Je crois. Et ça, je le disais durant l'introduction, si vous avez suivi. Eh bien, il se trouve qu'elle ne mute que dans 60% des cas chez les locuteurs urbains. Donc quasiment une mutation sur deux n'est pas faite. Ce qui est énorme. Énormissime. Face à toutes ces évolutions qui effacent une partie du caractère celte de la langue, certains parlent de créole ou de créolisation pour désigner cette variété spécifique de l'irlandais, qui n'est alors pas toujours comprise par les irlandophones des Gaeltacht, et surtout, la plupart des irlandophones des villes ne comprennent pas l'irlandais des Gaeltacht. Et donc c'est ça, ils n'arrivent plus à se comprendre entre eux, puisque en fait l'irlandais urbain moderne devient une variété à part, et vraiment à part. Et aux yeux des gens qui sont natifs irlandais, c'est de l'irlandais mal parlé par des anglais, quoi. C'est comme si on avait... c'est comme si le mauvais français, entre guillemets, parlé par des anglais, devenait le nouveau français et la norme et le français le plus diffusé dans le monde. Effectivement, on comprendrait assez bien qu'il y a une opposition, quoi qu'il se fasse. Mais comme les néolocuteurs de l'irlandais des villes ont plus de pouvoir économique, comme ils ont un meilleur capital social et culturel, ils sont ceux qui fournissent la plupart des auteurs en langue irlandaise, la plupart des journalistes ou encore les employés du secteur culturel. Or, ce sont les milieux professionnels où la langue irlandaise est la plus employée, et ce sont les milieux à partir desquels la langue est diffusée au public. De fait, leur variété tend à se diffuser plus facilement. Et d'ailleurs, le nombre de locuteurs de l'irlandais urbain moderne tend globalement à grimper. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est la variété aujourd'hui probablement de l'irlandais qui est majoritaire. Et c'est la variété qui se diffuse le plus parce que ce sont... En fait, il y a aussi un intérêt, il faut se dire que les gens qui se mettent à apprendre l'irlandais, les néolocuteurs, ils peuvent le faire par conviction, ils peuvent aussi le faire par opportunité politique. Et donc, ils vont apprendre, en gros, sur le tas l'irlandais pour ensuite devenir du journaliste en langue irlandaise, être guide dans un musée, j'en sais rien, moi, travailler dans les médias, etc. Ou pour des raisons politiques, hein, ça peut être aussi. Et donc, de fait, en fait, cette variété devient la variété majoritaire et majoritairement diffusée. Alors, il y a une variété qui n'est pas unifiée. Parce qu'en fait, effectivement, il faut voir ça comme un espèce de dégradé. D'un côté, on a vraiment les gens qui vont parler un irlandais très 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 anglicisé, et de l'autre côté, ceux qui vont parler l'irlandais natif qui a conservé tous ses traits distinctifs. Effectivement, il y a un gradient entre les deux. Il y a un gradient entre l'irlandais urbain moderne et l'irlandais des Gaeltacht. Personne n'est 100% d'un côté ou 100% de l'autre. Il y a un gradient. C'est comme le fait d'avoir un accent ou pas, ou le fait de parler... un dialecte ou pas, il n'y a pas en France, quand vous parlez un dialecte d'oeil, il y a un espèce de gradient, il y a un dégradé. Mais en préparant cette vidéo-là, je suis tombé sur des articles de blogs où il y a des irlandophones qui disent oui, dans les médias, c'est quand même incroyable, ils parlent plus du tout comme nous, on a du mal à les comprendre, c'est super compliqué. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ce sont des gens qui sont très enthousiastes, qui contribuent vraiment, vraiment, vraiment à la diffusion de l'irlandais. Un irlandais qu'est le leur, c'est vrai. Un peu comme, je sais pas, je serais le joueur au Québec, par exemple, ou j'en sais rien. Et donc, ce sera probablement ça, peut-être, si on continue sur cette lancée,
ce à quoi va ressembler l'Irlandais de demain. Et il y a des exemples très justes qui sont, et j'en parle à la fin de la vidéo, mais je peux en parler maintenant. Le cornic, par exemple. Le cornic est une langue celtique qui a disparu. C'est parlé en Cornouailles, dans le sud de l'Angleterre. Disparue, elle a été recréée alors que les locuteurs étaient déjà morts. Et les gens qui l'ont recréée, c'était des Anglais qui parlaient anglais. Il leur manquait la moitié du lexique. Quand vous entendez du cornic, vous entendez juste un anglais où on a l'impression qu'on a passé tous les mois dans une lessiveuse. Parce qu'en fait, la plupart des... Du coup, ça devient effectivement ce qu'on appelle le néo-cornic, ou le cornic moderne. Ça devient une langue à part. Il y a eu discontinuité dans l'usage. Et aujourd'hui, si jamais vous prenez quelqu'un qui dit parler cornic aujourd'hui, et qui parle vraiment une langue qui n'est pas l'anglais, il parle vraiment une langue qui est à part, qui a des traits celtes, qui a un lexique qui est celte, etc., quand vous voyez à l'écrit, vous arrivez probablement, si jamais vous parlez breton, à comprendre une partie, quoi. Par contre, à l'oral, vous avez l'impression que c'est juste un anglais qui essaye de lire du breton. C'est très déroutant. Si jamais vous prenez un locuteur du néo-irlandais, que vous le prenez, vous l'emmenez il y a 2 siècles, il y a 3 siècles plutôt, parler à quelqu'un qui parlait cornic, à aucun moment ils se comprennent. À aucun moment ils se comprennent. C'est comme l'hébreu biblique et l'hébreu moderne. Oui, mais là, l'écart de temps est beaucoup, beaucoup plus important. Il représenterait même désormais 2 tiers des irlandophones. Cette situation est similaire à ce qu'on peut connaître dans une grande mesure en Bretagne, où le breton enseigné à l'école d'Iwarn ne correspond pas au breton parlé par les natifs. On peut pas vraiment faire un parallèle avec le basque unifié, parce que c'est quelque chose de différent. Ce qu'on appelle le principe de la langue toi, c'est un principe qui est « je vois les points communs que tu vois », mais c'est quand même une situation qui est différente. Puisque le basque unifié, ce ne sont pas des gens qui ne parlaient pas du tout basque, qui ont essayé de créer un basque pour se l'apprendre entre eux, et qui le parlent avec un accent espagnol. C'est pas tout à fait le même délire. Derrière le basque unifié, il y a des gens qui parlent basque. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et où sa phonologie, telle qu'on l'entend dans ces écoles, ou même parfois dans certains médias, paraît francisée. Et région Bretagne, si tu me regardes, sache que j'habite chez toi, et que je serais ravi d'en faire une vidéo. Eh oui. Appelez-moi la Bretagne. L'obstacle majeur aujourd'hui pour l'Irlande et pour sa politique linguistique pro-irlandais, c'est incontestablement la mondialisation. Pour qu'une langue réussisse à survivre, on dit qu'il faut 3 critères. De la volonté politique, un nombre de locuteurs minimum et de la légitimité extra-régionale. La volonté politique, a priori, c'est un critère validé. On a vu plutôt que l'Irlande a l'air d'en avoir, et on va même voir que cette portée dépasse ses frontières nationales. Donc la volonté politique, évidemment, ça change beaucoup de choses. Je te réponds juste, Joash, ou Joar, je sais pas comment tu... une vidéo sur le breton, moi j'adorerais. Le problème, c'est qu'effectivement, je ne pourrais pas aborder ce genre de choses, les choses que tu notes. Effectivement, tout l'univers breton, la langue bretonne, notamment de la part de franges qui peuvent être un peu réactionnaires ou identitaires, comme le breton étant la vraie langue de la région Bretagne, en prenant la langue administrative comme base, et donc du coup incluant des départements ou des endroits des départements où ça n'a jamais été parlé. C'est super dur à aborder, et c'est pour ça que je ne pourrais pas vraiment l'aborder, je pense, dans une vidéo sur la Bretagne, si cette vidéo elle était financée par la région Bretagne, puisque j'avais eu un L'Institut Gallo au téléphone, et en gros il m'avait dit c'est pas trop le genre de truc dont il faudrait parler, si jamais tu parlais de ça, faut plutôt faire genre on cohabite tous ensemble, on est tous heureux. Ce serait plus simple, quoi. C'est pas facile, c'est pas mon axe, quoi. Mais le nombre de locuteurs, c'est déjà plus difficile à dire. Parce que les dynamiques linguistiques, ce sont des rapports de force. Il existe un besoin, c'est-à-dire l'utilité que l'on a à parler une langue, et un attrait, qui est souvent lié. En Irlande, la volonté politique conduit à rendre l'irlandais attrayant pour une certaine catégorie de personnes, pour des raisons culturelles, identitaires, historiques par exemple, typiquement en ville, comme on l'a vu, et cela se traduit donc potentiellement par une expansion du nombre de locuteurs. Pour autant, il existe aussi un besoin, et ce besoin, c'est l'anglais, pour une partie des natifs irlandophones des Gaeltacht, ayant moins de capital économique. Le rapport de force entre 2 langues, localement, peut alors dépendre d'un rapport de force plus global, qui est un rapport de force de classe sociale. L'irlandais est une langue de classe sociale basse à la campagne, c'est pour ça qu'il tend à y diminuer, et c'est une langue de classe sociale haute en ville, et c'est pour ça qu'il tend à augmenter. C'est pour ça que vraiment le côté classe sociale est très important. On peut pas juste s'extraire de cette problématique. La question de faire une vidéo sur la Bretagne non financée, c'est non. Hein. Je vais pas mettre tout mon pognon et je vais pas me saigner pour faire une vidéo bien pour la région. Hein.
C'est bon, ils payent des vidéos, et les communes payent des vidéos à Laurent Deutsch et les régions à Stéphane Bern, je suis un peu moins cher. Hein. Non, moi, si je dois faire des vidéos que je finance moi-même, je préfère que ce soit des vidéos sur d'autres sujets. Vraiment. De fait, la question du nombre de locuteurs est difficile à trancher, et elle dépend finalement de quel groupe on parle. La légitimité extra-régionale, pour finir, cela commence par la reconnaissance nationale. Je le disais dans l'introduction, mais la première langue officielle de l'Irlande n'est pas l'anglais, c'est bel et bien l'irlandais. Les gouvernants l'utilisent, le défendent et en font la promotion, donc a priori ce point est vérifié. Cependant, la légitimité extra-régionale... Donc là, la volonté politique existe. La reconnaissance internationale, par exemple. Et ça, c'est un point plus difficile avec l'Irlande. Car il y a ce qui relève du symbole, typiquement, donc les lois, les règles, et ce qui relève de la réalité effective. Et les deux, parfois, peuvent s'entrechoquer. L'irlandais, ce que je disais au début, n'était pas à l'origine le même partout, évidemment. Non. Grâce au forcing de l'Irlande, l'irlandais a un statut spécifique dans l'Union européenne. Ce fut tout d'abord une langue de traité, puis une langue de communication avec la Cour de justice internationale. Depuis 2007, l'irlandais est même officiellement langue de travail de l'Union européenne. Mais ça, c'est le symbole. Parce que dans les faits, il existe une dérogation qui stipule que tous les documents de l'Union européenne n'ont pas besoin d'être traduits en irlandais. Ce qui est très drôle, aussi, c'est que le record d'usage de l'anglais au sein du Conseil de l'Europe a été décroché par les Irlandais. En effet, durant la présidence irlandaise, c'est pas moins de 92,4% des documents qui ont été rédigés en anglais, et ils ont aussi le triste record du plus faible taux de documents multilingues, à peine 2,56%. Alors ça, c'est les chiffres de 2016, parce que c'est les chiffres du rapport parlementaire... d'un rapport parlementaire qui avait été fait en 2016. C'est un rapport parlementaire qui est fait chaque année sur la politique linguistique et la situation linguistique en France, en Europe, et la francophonie dans le monde. Et les Irlandais, c'est tellement des gros défenseurs de l'irlandais chez eux, qu'effectivement, c'est le pays qui a, ou qui avait en tout cas à l'époque, de toute l'histoire de l'Union européenne, le plus utilisé l'anglais. Et donc ça, moi je trouve ça assez fou. C'est eux qui font le plus le forcing pour qu'on reconnaisse leur langue, qui n'était pas reconnue à la base, pour qu'il y ait des traducteurs à l'Assemblée, etc. Il y a quelques députés irlandais qui parlent en irlandais à l'Assemblée. Et à côté de ça, c'est juste eux qui font le moins de documents multilingues pendant leur présidence et qui en font le plus en anglais, quoi. Même le Royaume-Uni n'y allait pas si fort durant sa présidence en 2005, avec à peine, entre guillemets, 71% de documents rédigés en anglais. Alors, il faut savoir que la plupart quand il y a des documents de l'Union européenne, à la base, à l'époque de la création de l'Union européenne, c'était en gros, c'était français, anglais, allemand. Avec une petite prédominance pour l'anglais, mais et ensuite le français et l'allemand en dernière place. Mais maintenant, plus ça va et plus le taux de l'anglais explose. Suivant, parce qu'il y a et notamment s'il y a des pays qui l'imposent en fait, comme Irlande. C'est ça qui est intéressant en fait. C'est l'Irlande, en interne, défend beaucoup l'irlandais, mais en fait sur le plan international, c'est l'une des... Oui, c'est le rapport parlementaire de... Attendez, je peux vous le citer. Je peux même vous le montrer. Je l'ai là. Et je crois que c'est pas genre 130, un truc comme ça. Je vais vous montrer. C'est où? C'est là. Regardez, attendez. Alors. Ceci, alors c'est très blanc, du coup vous allez pas voir, c'est le rapport parlementaire en question. Et donc du coup je vais vous lire les présidences. Par exemple, en 2005, au Conseil de l'Europe. Là, c'est au Conseil de l'Europe. Du coup, c'est au Conseil de l'Europe. En 2005, par exemple, sous la présidence du Luxembourg, eh bien, on avait à peu près 60% des documents en anglais, on en avait 25 en français, 1,5 en allemand, 8,4 dans d'autres langues et 5,3 dans des documents multilingues, par exemple. L'Allemagne utilisait 77% l'anglais en 2007. La République tchèque, ils sont montés à 84 en anglais en 2009. Blablabla. Et en fait, de toute la courbe qu'on voit, c'est vraiment le point culminant avait été atteint, donc c'est avant 2016, par l'Irlande en 2013, avec 92,41% des documents en anglais. 2,13 en français, 0,37 en allemand et seulement 2,56 documents multilingues.
Alors que par exemple, ce chiffre est globalement entre 4 et 5%. Savoir que le record de documents multilingues, c'est la présidence de la France en 2008, avec 8%. Donc on a des chiffres très bien établis. Et effectivement, l'irlandais comme langue de rédaction des documents au sein de la Commission européenne, c'est aussi l'Irlande qui décroche le record, avec 80,29% des documents. Donc, sur le plan de la politique extérieure, notamment dans l'Union européenne, le pays qui a le plus utilisé l'anglais, c'est le pays qui est censé le plus le combattre chez lui. Voilà, en gros, pour faire simple. Non, en fait, on peut pas avoir ce qui, hors des 3 langues privilégiées dans l'Union européenne et parfois les seules langues officielles d'ailleurs dans certaines institutions, qui sont français, anglais et allemand, on peut pas savoir lesquelles spécifiquement sont utilisées. Que c'est la langue officielle du Royaume-Uni, ça, c'est les faits. Mais du coup, les Anglais utilisaient moins l'anglais que l'Irlande se vend à en Europe l'étranger comme un pays anglophone. Et c'est peut-être ça qui fait toute la différence. Avec le Brexit, l'Irlande risque alors paradoxalement de connaître une plus grosse pression de la langue anglaise. On compte déjà 200 000 étudiants européens s'y rendant chaque année pour étudier et pour apprendre l'anglais, et avec la potentielle fin du programme Erasmus au Royaume-Uni, ce chiffre risque d'augmenter. Alors ça n'a l'air de rien comme ça, mais les étudiants étrangers n'ont pas vocation à rester vivre sur place, ni à prendre le temps de s'intéresser aux langues locales ou au folklore, et de fait, ils induisent une pression linguistique forte. Et oui, le fait que la libéralisation du marché des universités, avec la mise en concurrence des universités les unes aux autres, et donc le fait que tout le monde essaye d'emmener les étudiants d'Europe chez soi parce qu'il en dépend des retombées économiques et blablabla, et bien du coup, l'impact, c'est que ça conduit à de très grosses... à une pression linguistique, quoi. D'autant plus que cela conforte les universités à ne pas intégrer l'irlandais dans ces programmes, de peur de paraître moins attractives ou moins compétitives sur le marché européen. Globalement, en Europe d'ailleurs, la tendance est à l'université d'ouvrir des filières en anglais aux dépens des langues nationales ou des langues officielles locales, tout particulièrement en Scandinavie et aux Pays-Bas, afin de drainer un maximum d'étudiants étrangers. C'est l'une des conséquences de la libéralisation et de la mise en concurrence des universités, mais ça j'en reparlerai peut-être dans mon livre ou dans une vidéo. Ça dans mon livre j'en parle, j'ai tout un chapitre là-dessus. Qui est complexe, mais qui est à la fois révélateur de tout un tas de trucs. Et c'est vraiment... On pourrait en faire une lecture. Je pense que je ferai une vidéo sur ce chapitre spécifiquement pour parler de mon livre, pour le puber. Parce que c'est fou. En fait, je vais vous faire une analogie très simple. Pourquoi est-ce que croire qu'apprendre l'anglais va nous permettre d'accéder au marché anglophone de manière globalisée et équitable est un mythe. Et c'est un mirage, une fumisterie sans nom. Pourquoi ? Eh bien, je vais vous faire une analogie très simple. Il existe en Afrique plusieurs pays dont la langue seconde, la langue privilégiée d'études, est le français. Ou la langue culturelle par excellence, c'est le français. Je vais prendre par exemple, et parce que j'ai des anecdotes très spécifiques liées à ça, le Sénégal. Voilà. Au Sénégal, on a une bourgeoisie qui parle français, des gamins qui parlent français dans les bonnes écoles, des médias en français, une littérature produite, pas que, mais notamment en français, de la production culturelle en français, de la production du savoir universitaire en français. Qui se base sur ce mythe, on va accéder ainsi au gigantesque marché francophone et à cette gigantesque famille qui est la francophonie. Ok. C'est quand la dernière fois qu'en France, dans les médias, vous avez vu un universitaire sénégalais, un chanteur sénégalais, je sais pas moi, n'importe quel producteur de contenu culturel sénégalais. C'est quand la dernière fois ? Juste c'est quand ? Probablement, vous en souvenez même pas. Pape Diouf habitait en France. Et il était de nationalité française, peut-être bien d'ailleurs. Si, c'est exact, mais bien sûr que c'est terrible, mais bien sûr que c'est une bonne analogie. Parce qu'en réalité, c'est ainsi que fonctionne l'impérialisme culturel. C'est exactement le principe même de l'impérialisme culturel. Merci, Captain Pirate. Je vous parle hors immigration.
Hors immigration, les gens qui habitent, les gens qui sont nés en France ou qui sont arrivés en France à 6 ans, ça compte pas. C'est pas le même lien colonial. C'est une forme de colonialisme, hein, je suis désolé. C'est une forme d'impérialisme culturel. L'impérialisme culturel, ça fonctionne comme ça. Les autres apprennent ta langue, non pas pour qu'ils aient accès à ton marché, tu les forces à apprendre ta langue pour que toi, tu aies accès au leur. Pour que tu y exportes tes films, ta production culturelle, tes aides, tes entreprises, etc. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et c'est le principe tout à fait. C'est le principe de base. Et donc au Sénégal, ils vont avoir beaucoup entendu parler de tout un tas de producteurs francophones ou français plus spécifiquement, que ce soit sur la culture, le savoir ou même l'industrie. Mais l'inverse n'est absolument pas vrai. Et d'ailleurs, si jamais vous prenez maintenant les États-Unis avec les Pays-Bas, voilà, par exemple, les Pays-Bas, eh bien, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que les Pays-Bas, exemple très spécifique, parce qu'en fait, les Pays-Bas, ils ont franchi il n'y a pas très longtemps un seuil qui est assez important, qui est la production. Maintenant, ils ont plus de cours en anglais dans leur pays qu'ils ont de cours en néerlandais. Et donc, au motif que c'est pour avoir accès au marché anglo-saxon, c'est très important, attirer les étudiants étrangers qui parlent anglais chez nous, etc., blablabla, blablabla. Mais en fait, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que les Néerlandais qui parlent anglais assez bien, qui peuvent réussir, ils se retrouvent aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Donc ils produisent de la valeur localement. Ils ne produisent pas de la valeur dans leur pays d'origine. C'est le phénomène même de la migration. Les publications scientifiques les plus intéressantes produites aux Pays-Bas notamment, ou produites dans tout un tas de pays anglophones, quand elles se retrouvent publiées dans des revues américaines, en fait, la plupart du temps, on vous le voit, il y a aussi une forme de pillage intellectuel. C'est-à-dire que c'est récupéré par des auteurs américains qui mettent leur nom en avant, etc. Et boum, c'est estampillé américain. Et surtout, en fait, ce que ça sert, c'est qu'ils exportent massivement leur cinéma, leur littérature et leurs médias. Et ça, on le voit par exemple en Allemagne avec le cinéma. C'est-à-dire que l'Allemagne avait l'un des plus grands cinémas d'avant-guerre. Et maintenant, c'est plus de 90% des films diffusés en Allemagne sont des films anglo-saxons. Parce qu'en fait, c'est le principe même de l'impérialisme culturel. C'est les autres parlent anglais, parce qu'en fait, ça les met en situation de dépendance vis-à-vis de toi. C'est ce à quoi ça sert. C'est ce à quoi ça sert. Ça fait langue commune dans le milieu universitaire. Le milieu universitaire est un très mauvais exemple. Vraiment, c'est l'un des pires exemples. Parce que le côté échange, le côté de la libéralisation des universités et du coup de la mise en concurrence des universités avec le fait que toutes les universités doivent parler anglais pour attirer des gens chez eux, c'est l'une des choses qui déjà n'a vraiment aucun sens économiquement parlant. Ça n'a même pas de retombées vraiment significatives à part pour les pays anglo-saxons, parce qu'en fait, c'est très con. Mais quand tu décides de produire majoritairement de la connaissance ou de la science en anglais, la majeure partie des étudiants préfèrent étudier dans des pays anglo-saxons. Et comme du coup cette langue est associée à plus de prestige, les pays dont c'est la langue officielle et historique sont associés à plus de prestige de fait, et donc du coup c'est là-bas que le pognon se barre. C'est là-bas que le pognon se barre. En fait, il y a le François Grin qui avait fait un rapport pour l'Union européenne sur ce sujet, qui est économiste dans les langues, l'a bien montré. C'est en fait le fait de tous passer à l'anglais, notamment dans le milieu universitaire, ça appauvrit tous les pays où l'anglais n'est pas la langue historique ou nationale. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe sur le plan économique. C'est vraiment... Vraiment, c'est exactement... C'est l'impact, hein, c'est vraiment l'impact strict. Et la recherche en anglais conduit à tout un tas de biais et à des situations vraiment ubuesques qui en fait font que n'importe qui n'a pas l'anglais comme langue nationale, comme langue maternelle, va devoir déployer quantité d'efforts pas possibles pour pouvoir écrire dans une langue qui n'est pas langue maternelle. Donc ça demande des vérifications supplémentaires, ça demande de vérifier des biais supplémentaires, etc. Blablabla. Ce qui du coup fait que face à un étudiant américain ou anglophone qui lui-même, par exemple, ferait sa thèse ou de la recherche, ensuite, vous êtes dans une situation qui est plus précaire et qui vous demande de déployer plus d'efforts pour obtenir le même résultat. Alors qu'on pourrait juste payer des traducteurs. Hein.
François Grain, il s'appelle. Donc, la question linguistique, comme tu dis, la question linguistique n'est pas une question qui peut être effectivement détournée de la question de l'impérialisme. Ou du système économique. Tout à fait. C'est la vérité. Et en fait, c'est du coup, il y a une espèce de... Vraiment une espèce de... d'illusion commune, hein, une espèce de fantasme commun. Qui a l'air de dire que, ouais, mais l'anglais, c'est quand même vachement pratique, c'est quand même la langue de demain et c'est la langue de l'avenir. Ben... Ce qui a rendu... Ce qui est marrant, c'est qu'on voit un changement du discours. C'était à la base, c'est l'anglais, on disait, l'anglais sera la langue de demain, il faut du coup tous qu'on l'apprenne. Maintenant que l'anglais est imposé, c'est, du coup, il faut tous apprendre l'anglais parce que c'est la langue d'aujourd'hui. Et probablement demain, qu'on nous dira, c'était la langue historique et traditionnelle, donc il faut qu'on l'apprenne. En fait, il y a toujours une bonne excuse d'imposer l'anglais, comme il pourrait avoir une bonne excuse d'imposer n'importe quelle langue, puisqu'en fait, ce qui justifie l'imposition de telle ou telle langue, ce ne sont pas des considérations linguistiques, ce sont des considérations qui sont purement politiques ou économiques, qui émanent directement des pays pour qui ça a un intérêt. Tout simplement. Voilà. C'est aussi simple que ça. L'Irlande met aussi en avant à l'étranger sa faible fiscalité. Et on parlait d'économie, les entreprises américaines cherchant à avoir un pied dans l'Union européenne sans qu'il leur en coûte trop cher. Par ailleurs, une bonne partie des échanges commerciaux irlandais se font avec le Royaume-Uni. De fait, l'Irlande dépend énormément de la langue anglaise d'un point de vue économique et attire même des anglo-saxons, notamment des Américains et des Britanniques, sur son sol. Et cela, ils n'ont pas du tout comme objectif d'apprendre l'irlandais. Vous l'aurez compris, mais tout ceci... Je fais juste une pause. L'irlandais, c'est pratique, ça permet de s'ouvrir sur tout un pan d'emploi dans le besoin de travailler à l'étranger. Et c'est super intéressant que tu le notes, puisqu'en fait, ce qui est le plus préjudiciable pour une langue locale, c'est toutes les personnes qui viennent bosser en anglais localement, plutôt que... Parce qu'en fait, ce sont des expatriés qui n'ont pas vocation à rester, qui ne payent pas forcément tous leurs impôts en France, dont une partie du pognon se barre, et qui n'ont pas d'ancrage local important. Et donc, ce sont ce genre de personnes qui, finalement, portent le plus préjudice à la vie culturelle locale. Contrairement aux migrants, vraiment, les migrants économiques, hein, les fameux migrants économiques, quoi que ça veut rien dire, parce qu'en fait, les gens qui vont travailler à l'étranger pour des raisons économiques, c'est aussi des migrants économiques. Alors que la mémé slovaque qui va habiter à Vienne parce que c'est la galère dans son pays, elle va apprendre l'allemand, elle va regarder la télé allemande. Et ça c'est assez intéressant. Alors que les expats souvent ils vivent, et ça pareil j'en parle dans mon bouquin, les expats notamment anglais, les expats anglais ils vivent dans leur quartier, ils ont leurs écoles internationales, ils ont leur bar où on ne sert qu'en anglais, où on ne parle qu'en anglais, ils ont leur réseau de professionnels qui les servent en anglais, etc. Et donc du coup ils ne s'intègrent absolument pas. En fait, la minorité linguistique d'Europe qui s'intègre le moins, ce sont les anglophones. Parce qu'en fait, il y a un principe très simple. Si tout le monde parle ta langue, t'as pas besoin de te casser le cul à apprendre la langue locale. Et en plus, quand c'est une langue qui paraît stylée, et qui passe pour stylée, et qui a vraiment en gros, le tampon qualité, tampon approuvé de la part de la bourgeoisie, ou du pouvoir politique, ou de ce que vous voulez, t'as vraiment pas besoin de te casser le cul. C'est-à-dire que tu peux être l'anglophone le moins intégré d'Autriche, tu poseras moins de problèmes aux Autrichiens que si jamais t'es l'Africain qui fera le plus d'efforts pour t'intégrer. Et ça, c'est assez intéressant, parce qu'en fait, du coup, ça montre bien qu'il y a un biais social, il y a un biais de classe. Les expatriés sont souvent de classe moyenne, là où les migrants sont souvent de classe sociale plus inférieure. Langue stylée, c'est le truc le plus subjectif possible. Bah, complètement, bien sûr. Bien sûr, évidemment. L'enfer des communautés à faciliter. J'en parle aussi dans mon bouquin. Cette review de vidéo devient une grosse pub pour mon livre. J'en parle évidemment parce que c'est effectivement le cas aussi. Le système de facilité linguistique au Belgique, ça a été pensé par les Flamands pour réduire la francisation des communes flamandes, et ça a été pensé par les francophones pour permettre aux francophones de ne pas avoir à apprendre le flamand. Donc effectivement, il y a un moment que ça marche pas, quoi. Qui contribue à renforcer et consolider la langue anglaise irlandais en dépit des dispositifs politiques qui visent à protéger l'irlandais de son influence. Si l'Irlande cherche à réduire l'impérialisme linguistique de l'anglais, et c'est dur, elle est aussi l'un de ses acteurs dans le monde et sur son sol, et pas l'un des moindres. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est dur, finalement. L'irlandais est une langue qui ne s'exporte pas. Les Irlandais partant à l'étranger, et ça, c'est un problème pour leur culture, le font en tant que lecteurs ou professeurs d'anglais, et jamais comme des acteurs de la diffusion de la culture irlandaise en tant que telle. Celle-ci d'ailleurs, elle est souvent résumée à la Saint-Patrick et à la bière, et elle est perçue à l'étranger comme une culture régionale anglo-saxonne, et rarement comme un pays de culture celte.
Et cette image, elle est véhiculée par les Irlandais eux-mêmes, qui pour beaucoup, lorsqu'ils vivent à l'étranger, vivent au sein de communautés expatriées anglophones. Et voilà, j'en parle aussi, effectivement. L'Irlandais ne s'exporte même pas vraiment en Irlande du Nord, où il est... Alors déjà, petite parenthèse là-dessus, moi j'ai connu des Irlandais, notamment quand j'étais à Vienne, et ils avaient des parts irlandais en Autriche, où 100% des employés parlaient anglais. Et 100% du service était en anglais. Et en fait, ils faisaient partie, du coup, des plus gros vecteurs d'anglicisation des villes ou des populations auxquelles ils sont confrontés, les Irlandais. Parce qu'en fait, pour beaucoup, ils sont complètement anglo-saxons, en fait, maintenant, désormais. Il est associé à la réunification et au catholicisme, et donc à un combat politique très clivant. L'Irlande du Nord a par ailleurs totalement perdu l'usage de l'irlandais en demeurant au sein du Royaume-Uni, qui en a fortement découragé l'usage dès les premières années ayant suivi la partition de l'île. La réintroduction ou la reconnaissance de l'irlandais n'y est un sujet que depuis les années 2000. Mais alors, la question de l'exportation, c'est pas une question d'imposer sa langue aux autres. C'est-à-dire que même les Irlandais, lorsqu'ils sont en dehors de leur pays, ne parlent pas irlandais. Donc cette langue, et d'ailleurs on l'a vu tout au début de cette vidéo, n'est même pas considérée comme existante par les gens qui rencontrent ces Irlandais à l'étranger. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, et d'ailleurs ça a été le cas dans le chat au début de la vidéo, qui ont rencontré des Irlandais qui ne savent même pas que l'irlandais est la langue de l'Irlande, quoi. Ou qui ne connaissent pas l'histoire du gaélique ou l'histoire linguistique de l'irlandais, etc. Parce qu'en fait, les Irlandais ne sont eux-mêmes souvent pas le vecteur de leur propre histoire linguistique. Ils sont le vecteur de l'histoire linguistique de l'anglais. Seuls 10% de la population d'Irlande du Nord a des connaissances en grammaire irlandaise et seuls 0,2% en font un usage courant à domicile. Conséquence logique, une bonne moitié des Irlandais du Nord se considèrent aujourd'hui comme étant de culture britannique. Et ça, c'est l'un des obstacles. A été presque total. Vous allez en Irlande du Nord, les gens se définissent majoritairement comme étant britanniques, quoi. Si une majeure partie des Irlandais du Sud souhaitent se réunir avec ceux du Nord, notamment chez les irlandophones, qui sont pour beaucoup à demander cela, eh bien ça conduirait de fait à réduire leur population proportionnellement parlant et à augmenter l'influence de l'anglais localement. Une Irlande unie, c'est beau, mais une Irlande unie, ça fait une Irlande où il y a encore moins d'irlandophones, proportionnellement parlant, au reste des habitants. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Aux yeux d'une partie des Irlandais, cette question induit un dilemme. Faut-il choisir l'union, ou faut-il choisir la sauvegarde du patrimoine linguistique? Et donc ça, c'est l'un des obstacles politiques aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en Irlande du Nord, et j'ai les chiffres là d'ailleurs, en Irlande du Nord, c'est 0,2% de la population qui parle irlandais, c'est quelques milliers, et c'est souvent sur la frontière, et c'est souvent pour des raisons politiques et militantes. Et donc, il y a un parallèle qui est fait par les gens, c'est parler irlandais en Irlande du Nord, ça veut dire être nationaliste, être contre la couronne, être catholique, et tout un tas de trucs, etc. Blablabla. Donc c'est extrêmement clivant politiquement parlant. Voilà. Donc la plupart des gens en Irlande du Nord s'en branlent comme l'an 40 de l'irlandais. C'est-à-dire qu'eux, ils sont tellement fait assimiler qu'ils ne veulent même, pour beaucoup, plus en entendre parler, quoi. Et donc, vraiment, ils se vivent comme britanniques. Et là, on comprend tout de suite à quel point c'est un obstacle. C'est-à-dire que la plupart des gens en Irlande qui veulent la réunification avec l'Irlande du Nord, il y a aussi un critère culturel, un critère historique. Alors que pour les gens du Nord, eh bien, le critère culturel, actuellement, beaucoup se vivent vraiment comme une population anglophone, enfin une population anglo-saxonne, quoi. L'irlandais va-t-il alors disparaître et doit-on faire le deuil de la seule langue celtique à être officielle quelque part dans le monde? L'irlandais historique, celui qui possède ses particularités celtes qui le rendent singulier, est bien probablement, et pour bientôt même. Il restera néanmoins l'autre irlandais, celui qui est anglicisé, celui qui est parfois désigné comme un créole, celui des villes. Sociologiquement, ceux qui le parlent ne sont pas la même population, ils sont citadins, ils sont dotés d'un bon capital socio-économique. Le gallois, non. Alors, le gallois, très spécifiquement. Alors, vous êtes plusieurs à être arrivés. Alors. Le gallois est considéré à égalité avec l'anglais, mais l'anglais est la langue officielle du Royaume-Uni à ce titre, et la seule. Et la seule. De fait, le gallois n'a qu'une reconnaissance régionale, pas une reconnaissance nationale. C'est là où il peut y avoir la subtilité. C'est pas celte, le basque? Non.
Et ils sont ceux qui défendent le plus la langue d'ailleurs, ceux qui se la réapproprient, ceux qui écrivent dans la littérature, ceux qui font dans les médias, ceux qui finalement diffusent la langue, et ceux qui arrivent à convaincre les autres de l'adopter. Et c'est peut-être la suite logique des choses. Pour survivre face à l'anglais, il faut qu'une minorité linguistique convertisse une masse gigantesque d'anglophones, ce qui peut difficilement se faire sans intégrer au passage une bonne partie de leur syntaxe, de leur lexique, de leur grammaire. C'est ce qu'on appelle un phénomène de substrat. C'est d'ailleurs pour ça que le français est ce qu'il est, c'est parce que ce sont des Gaulois qui se sont mis à parler le latin et qui se sont... Qu'est-ce que c'est grave que l'irlandais moderne urbain change à ce point? Concernant la revitalisation et le regain de l'irlandais, l'histoire nous a fourni des exemples de succès, comme l'hébreu moderne désormais parlé par 6 millions de personnes, alors qu'à l'origine, il y a un siècle encore, on comptait sur le doigt de la main le nombre de familles qui étaient capables d'utiliser cette langue. Oui, le gallois est bien plus parlé que l'irlandais. bien plus parlé, proportionnellement parlant, ça n'a rien à voir. Savoir que le taux de gens qui parlaient gallois était tombé à 20% au début du XXe siècle. Mais là, ça remonte. J'ai dit tout à l'heure une majorité, mais non, dans des endroits du Pays de Galles où le gallois est majoritaire. Et donc oui, proportionnellement parlant, ça n'a rien à voir. Mais il ne faudrait pas oublier les échecs non plus, qui sont probablement plus nombreux. On pourrait parler du cornique, par exemple, la langue celte du sud-ouest du Royaume-Uni, ressuscitée au XXe siècle, anglicisée au passage, mais dont le nombre de locuteurs atteint péniblement 3500 personnes. Si ce sujet vous intéresse, eh bien déjà, je voudrais vous rappeler que j'avais fait une vidéo sur les langues celtiques, tout d'abord. Mais surtout, je suis actuellement en direct sur Twitch, et vos témoignages m'intéressent, vos avis m'intéressent, on pourra discuter de tout ça, on pourra élaborer et peut-être aller plus loin avec cette vidéo, en précisant quelques trucs, en allant plus loin, en parlant de mes réflexions, en vous donnant des pistes aussi. La vidéo finale du live sera disponible sur la chaîne de VOD que je vous recommande, et d'ailleurs, la VOD du débrief de la vidéo précédente est disponible sur la chaîne en question. Sinon, la boutique, Tipeee Utip, ça c'est si jamais vous voulez dépenser de l'argent. Twitchception, tout à fait. On va s'arrêter là, il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans le visionnage de la vidéo, évidemment. Évidemment. À quel point la langue et sa disparition permet à une population donnée de se défendre, d'exister? En fait, il y a aussi toute une question d'enjeu culturel et d'enjeu identitaire. En fait, il ne faut pas voir les choses que d'un point de vue pratique. Vous ne pouvez pas quantifier à quel point c'est important, mais ça l'est. Ça l'est pour tout un tas de trucs, pour l'art de vivre, le fait de vivre en toute indépendance et en cohérence avec ses principes, avec son histoire, etc. C'est important, je pense, de défendre sa diversité linguistique et culturelle. Parce que quand vous perdez votre langue, en fait, on perd souvent sa littérature, sa façon de voir les choses, d'envisager la géographie, d'envisager le réel, d'envisager l'histoire de la région. Et tout ceci est remplacé par un autre imaginaire. Et d'ailleurs, je crois que c'était Claude Agege qui disait, attendez, je vais retrouver. Du coup, j'ai plein de citations dans mon livre, et du coup, j'en avais trouvé. On avait par exemple Benjamin Worf, qui est un linguiste que vous connaissez peut-être de l'hypothèse Sapir-Whorf, qui disait « Restreindre la pensée au seul mode de l'anglais, c'est perdre un pouvoir de pensée qu'une fois perdu ne pourra jamais être recouvré. » Et c'est tout à fait ce que je disais avant, c'est que du coup, ça permet aussi de voir le monde autrement. François Grain, par exemple, qui disait « L'usage de l'anglais se répand sans qu'on y oppose une réflexion critique, et à force, on finit par croire que c'est peut-être dans l'ordre des choses. » Alors en fait, l'anglais comme langue imposée à tous, cela ne va pas de soi. C'est pas quelque chose qui va de soi. C'est quelque chose que vous avez intégré comme le fait que ça aille de soi, mais ça ne va pas de soi du tout. Vraiment pas du tout. Il y a tout un tas d'alternatives. Et d'un point de vue économique, pratique, et même politique au niveau de l'Union européenne, le tout à l'anglais n'a aucune justification solide. À part une justification idéologique. J'ai peur de faire l'avocat du diable, mais l'anglicisation se fait au détriment de la population anglicisée, mais est-ce que ça ne peut pas être au titre personnel assez bénéfique? Non mais alors, ça c'est le principe même de la méritocratie qu'on te vend. C'est comme si tu disais, alors vraiment exemple parallèle que je vais faire, c'est comme si tu disais, ouais mais tu dis que le loto le fonctionnement de tout le monde donne de l'argent pour mettre dans une grande caisse qui est le loto, c'est préjudiciable pour la population globalement, mais en fait, à titre individuel, ça peut réussir. Oui. Dans tout système pété du cul, et dans tout système où une majorité de personnes peut avoir quelque chose à perdre, effectivement, quelques-uns peuvent y avoir à gagner. C'est tout à fait la vérité. C'est vraiment tout à fait la vérité. Oui.
Oui. Et pour une personne qui va se mettre à apprendre l'anglais, qui va partir vivre aux États-Unis et qui va faire la découverte du siècle, il y en a combien qui auront dédié tout ce temps à apprendre cette langue pour n'en tirer qu'un bénéfice maigre, voire un temps qui aurait pu, si on était dans un monde fait autrement, être investi sur une autre langue éventuellement ou sur un autre type de travail qui aurait conduit à plus de bénéfices pour la personne, pour l'humanité. Ça, on le saura jamais. C'est le principe même du problème, quoi. Et effectivement, tu parles de l'espéranto, mais François Grain a écrit un rapport sur notamment l'utilisation de l'espéranto. Et on apprend, et c'est magique, hein, que si jamais on disait que toute l'Europe apprenait l'espéranto, ça nous prend 10 ans. Gros chantier pendant 10 ans. Hein. Mais à terme, on passe tous moins de temps à apprendre, et surtout, on arrête d'apprendre la langue de pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, donc du coup, on limite la fuite de capitaux vers les États-Unis et vers le Royaume-Uni, parce qu'en fait, ça ne leur sert qu'à eux. Hein. En fait, regarde, les États-Unis n'importent pas de produits culturels. Ils exportent tout. Ils vendent, ils achètent pas. C'est ça le truc, quand t'es fort dans l'impérialisme culturel, vous vendez, vous n'achetez pas. Enfin, quand vous jouez à Civilisation 6 et que vous jouez les Américains, vous jouez la victoire culturelle, hein, vous allez jouer du rock dans les villes des autres, vous faites pas des concerts localement, des groupes de rock d'à côté. Hein, et d'ailleurs, il y a même cette idée, et ça c'est intéressant qu'on le voit, c'est les artistes anglophones qui réussissent, et qui ne sont pas ni anglais, ni américains, etc. On pense souvent qu'ils le sont. C'est aussi ça la force de l'impérialisme culturel. C'est ça aussi la force. Si jamais on se mettait tous à l'espéranto, on pourrait produire des films en espéranto, avec des acteurs espérantistes, etc. On pourrait avoir, ça serait beaucoup plus éclaté sur le territoire européen, et donc on pourrait avoir des médias en espéranto qui seraient produits un peu plus dans des endroits différents d'Europe. Et donc du coup, avoir accès aussi à des visions qui sont différentes. Avoir accès à des paysages qui sont différents, à une façon de faire qui est différente, et avec une consommation répartie beaucoup plus homogène, de manière plus homogène sur le territoire, européen, et donc des retombées. En fait, en gros, du coup, une dépense et un gain économique qui est mieux réparti. C'est très con. C'est très con. L'espéranto est pas trop latino-centré. Non, il y a beaucoup de slavisme et de germanisme, beaucoup surtout de germanisme. C'est pas que latino-centré, non, c'est aussi très allemand-centré, l'espéranto. La langue véhicule une culture. Le fait de mettre toute l'Europe à parler anglais, c'est-à-dire qu'on emprunte tous la culture d'un pays en dehors de l'Union européenne pour parler de nos réalités culturelles à nous, qui ne sont pas bien loin, c'est l'Occident, hein. Mais quand même. Et donc du coup, on regarde avec des jumelles ce qui se passe là-bas pour essayer d'adapter la langue en fonction, et notre production en fonction, localement. En fait, l'espéranto, il serait protéiforme, très certainement. Si jamais on l'imposait comme langue seconde à tous. Mais il aurait le mérite, il serait construit en fait, il se construirait seul, quoi. Et oui, c'est pas fait pour remplacer, clairement. Mais bien sûr que non. C'est tout le principe même. Tu parles anglais, tu veux acheter ou vendre à telle entreprise qui parle anglais ou telle autre qui parle une autre langue. Alors, il y a ce critère-là, mais aussi un critère géographique. T'es une entreprise américaine, tu préfères vendre à une autre entreprise américaine qui parle mal l'anglais et qui est située dans un endroit pété du cul, ou alors aux Néerlandais qui parlent anglais. Souvent, tu choisis les Américains. Les Américains sont très protectionnistes sur le plan économique, en fait. Se dire on va parler anglais comme ça on va avoir accès au marché anglo-saxon, c'est juste c'est un leurre, hein. C'est un leurre, quoi. Et moi il y a un truc d'ailleurs qui m'avait fait vraiment gaulerie, il y a un exemple qui me vient en tête qui m'avait vraiment fait gaulerie. Il y a quelques années de ça, l'Autriche a présenté comme chanteuse à l'Eurovision, parce que c'était l'Eurovision il y a quelques jours, avait présenté à l'Eurovision une meuf qui s'appelle Zoé Straub, qui avait étudié au lycée français de Vienne et qui chantait en français et qui avait fait qui est autrichienne, hein, mais qui avait fait toute sa scolarité au lycée français de Vienne et qui avait même un prénom français. Ses parents étaient très francophiles et donc du coup elle avait représenté l'Autriche en chantant français et elle était connue en Autriche comme étant une chanteuse francophone. Et tous les Autrichiens me demandaient si je connaissais putain de Zoé Straub, et la réponse était bien sûr que putain de non. Elle a beau faire genre elle est française, elle chante en français, elle fait tout en français. Vraiment, il n'y a pas un disque de cette meuf qui se vend en dehors de l'Autriche et de l'Allemagne. Ce n'est pas parce qu'elle chante français et qu'elle est connue dans votre pays
qu'elle se vend sur le marché francophone, et même si elle chante en français. Parce que la dynamique même de comment fonctionnent les économies culturelles et les économies du secteur de la culture, les frontières jouent pour beaucoup. Les frontières jouent pour beaucoup. Déjà que les francophones de Suisse ont du mal à avoir accès au marché francophone, parce qu'il est vraiment centré sur Paris. Déjà que même les producteurs de culture en France qui ne sont pas à Paris ont du mal à avoir accès à ce marché ou à une représentation médiatique, vous doutez bien que la meuf qui fait des produits culturels francophones en Autriche, personne en France en entend parler. Évidemment, c'est bien sûr que c'est le cas, évidemment. On n'utilise pas l'anglais en entreprise pour vendre à des Américains, on l'utilise pour vendre aux pays à l'international. Mais non, en fait, et des fois tu l'utilises. Il y a vraiment moi des trucs moi qui me scient les nerfs. Des Français qui écrivent leurs papiers en anglais, qui vont à des conférences, qui présentent le papier en anglais, et qui ensuite font des questions-réponses en anglais sur un sujet qui ne se passe qu'en France, devant une audience qui est francophone. Ce genre de truc, ça arrive à l'université tout le temps. Et dans des sociétés aussi, tout le temps. Dans ces cas-là, l'anglais est un obstacle à la bonne compréhension et à la bonne production d'une bonne production culturelle ou scientifique. Point. Vraiment, point. Tu rajoutes des intermédiaires inutiles. Et dans ces cas-là, ce qui se passe, alors il y a tout le temps la carotte, oui mais comme ça, des chercheurs étrangers pourront lire. Alors non. Dans ces cas-là, quand les chercheurs étrangers s'intéressent à de tels sujets, souvent ils cherchent dans la langue locale en fait. Et c'est pas parce que tu rajoutes à l'immense bassine de production en anglais ton truc que tu vas être lu par des gens qui parlent anglais en fait. C'est juste pas comme ça que ça se passe. Et c'est juste insupportable. Et en fait, dans ce cas-là, c'est juste une représentation. Il y a juste un côté représentatif en fait. D'ailleurs, là, il y avait un ambassadeur français que dont j'ai chopé la citation, un gars qui a fait tout son service à la France pendant la guerre froide, notamment dans les pays de l'Est, etc., et qui dit « On constate dans le développement dans l'entreprise un secteur de langue anglaise, secteur dont on pourrait fort bien se passer, mais qui ronge l'entreprise de l'intérieur. Tout se passe comme si penser en anglais devenait nécessaire pour comprendre le monde. » Et en fait, c'est ça, c'est juste parce qu'il y a cette illusion. En fait, il y a un côté social. C'est-à-dire que nous, on parle en anglais parce qu'on est stylé, parce qu'on est dans le monde de demain, et parce que nous, on est vraiment de notre époque. Il y a vraiment juste ce côté-là, en fait. Il y a vraiment juste ce côté-là. Quand t'es en Erasmus, t'es bien content de pouvoir communiquer. Bah moi, je sais pas, j'ai fait Erasmus en Allemagne, je parle allemand. Du coup, je ne comprends pas la question. Utiliser l'anglais comme « Oui, mais regarde, comme ça, on pourra parler à plein de gens, de plein de cultures différentes, etc. » Oui, enfin, si c'est pour parler que de production culturelle anglo-saxonne que vous avez en commun ou des référents anglo-saxons que vous avez en commun, le gain d'ouverture sur le monde, il est nul. Vous pourriez autant parler avec n'importe qui. Là, ça sert à rien dans ce cas-là. Je vous dis, c'est accessoire. C'est accessoire, vraiment. Hein, c'est pas pareil. Ça, c'est pas parce qu'au forum de Davos, il y a plein de nationalités différentes que vous en sortez enrichi. Hein. Si tous ils pensent le néolibéralisme et parlent tous en anglais, vous en ressortez juste comme un acculturé tourné vers la culture anglo-saxonne qui pense, qui croit dans le libéralisme. C'est juste, il y a plein de choses. Hein. Il y a d'autres facteurs, quoi. C'est quand même ultra réduit comme image, on peut quand même communiquer correctement en anglais avec de nombreuses cultures. Mais à quelle finalité ? C'est quoi la finalité ? L'anglais, c'est pas neutre culturellement parlant. En fait, regarde, je vais vous faire un dessin. Je vais vous faire un dessin pour que vous compreniez. Là, il y a un Suédois. Là, je sais pas, là, il y a un Slovène. Là, il y a, je sais pas, genre un Italien. J'en sais rien. Et d'ailleurs, je vais même vous montrer un autre exemple. Et là, je vais même mettre un Danois. Lui, ils parlent tous anglais. Ils ont tous appris l'anglais, ils ont tous été à l'école, mes couilles. Vous avez l'impression que l'anglais, ça fait ça. Voilà. Et donc, du coup, ça les permet vraiment de s'inscrire vraiment dans ce grand bain qui est les gens qui parlent anglais, et du coup, tout le monde peut échanger avec tout le monde, et c'est magnifique. La réalité, c'est que l'anglais, il est là-haut. La réalité, c'est que ça se passe comme ça, en fait. Vous voyez la différence ou pas ? Voilà. Et ça, c'est pas neutre culturellement. Ça, c'est pas neutre. Donc si jamais vous avez une vision telle quelle du monde, qui est propre aux Suédois, aux Scandinaves, ben en fait, vous allez plutôt tendre vers cette vision comme dénominateur commun pour pouvoir communiquer. Et je prends pas cet exemple à la ZOB, parce qu'il se trouve que, à l'origine,
à l'origine, en Scandinavie, il y avait vraiment l'accent qui était fait sur l'intercommunication. Il y avait même d'ailleurs des yeux obligatoires, enfin des cours obligatoires sur les auteurs des autres pays. Et donc du coup, on avait des Suédois, lui parlait suédois, lui parlait danois, et ils parlaient chacun mutuellement. Ok? Ok? Chacun parlait sa langue, chacun se comprenait. J'aimerais quand même prendre un stylet, la tablette, c'est vraiment dégueulasse. Du coup, ils avaient des réalités culturelles communes dans leur langue, ils pouvaient en rigoler, ils pouvaient discuter, etc. Et ils pouvaient globalement converger vers un modèle culturel commun, ce qui était déjà le cas, et donc du coup, ils pouvaient en partager, ils pouvaient en rigoler, ils faisaient de la production culturelle en commun, etc. Depuis quelques années, tous ces gens-là, ils sont passés à l'anglais. Ce qui fait que quand les Suédois et les Danois se parlent, alors qu'ils pourraient se comprendre chacun en parlant sa putain de langue s'ils faisaient un effort, ils passent par l'anglais. Et du coup, on a l'anglais qui est là-haut et qui diffuse sa culture, tranquillou bilou, comme ça, quoi. Avant, du coup, on avait une production culturelle scandinave. Bah maintenant, on a un ou deux acteurs suédois dans un film américain. Mais c'est tout, quoi. Elle est où la retombée économique pour les Suédois? Chaque culture s'appropriera la langue anglaise comme le latin sous l'Empire romain. Oui, potentiellement à échéance. Sauf que, actuellement parlant, à court et moyen terme, ce n'est pas le cas. À court et moyen terme, là, t'as l'Amérique qui sert d'exemple. Vraiment. Donc on va calquer ce que le cinéma dit, ce que la littérature dit, ce que les productions culturelles disent, etc. Et on va parler comme on parle dans ces films-là, etc. Je prends un exemple qui arrange ton argument. Tu prends un français et un japonais, on est bien content d'avoir une langue pivot pour communiquer. Et pourquoi ce serait l'anglais, en fait? C'est ça qui me scie les nerfs, en fait. Et pourquoi est-ce qu'il y aurait forcément besoin de devoir communiquer entre nous? Comme ça, de but en blanc? On peut aussi apprendre le japonais ou apprendre le français et se démerder. C'est aussi cool, en fait. C'est pas les États-Unis d'Amérique, c'est les États-Unis d'Amérique, pas l'Amérique. Non, parce que l'Amérique est tellement forte que le nom du continent désigne à nommer le pays, maintenant. Ça, c'est ça la force. Est-ce que c'est vraiment nécessaire tu vas dans un putain de village où les gens ils parlent kalmouk et tu leur dis quand même si vous parliez anglais on pourrait discuter. Bah quelle finalité? Ou alors vous pouvez aussi essayer de discuter comme ça. Je veux dire essayez, tu vois, essayez d'apprendre des trucs et d'apprendre votre vie en communiquant à la couille. Je sais pas, en mode rendez-vous en terre inconnue là. Ça marche aussi hein. Pourquoi faudrait forcément l'anglais entre les deux quoi? Et pourquoi d'ailleurs pas d'autres langues? Mais non, pas zen, parce que vraiment c'est la citation que j'ai sortie tout à l'heure. On a l'impression que l'anglais va de soi. C'est vraiment. Et en plus, nous ça va, on est européens. Nous on est européens encore. Mais vous vous rendez pas compte de ce que c'est qu'apprendre l'anglais pour un Chinois. Hein. Juste vous vous rendez juste pas compte à quel point c'est des heures et des heures et des heures de plus. Hein. La logique elle est complètement différente de leur langue. L'orthographe elle n'a aucun sens. La phonologie elle est inaccessible. C'est vraiment c'est super compliqué. C'est inoptimal au possible. Hein. Il y a moins de 1% des Chinois qui sont capables, qui ont des notions d'anglais. Moins de 1% des Chinois. Alors ils sont beaucoup, donc forcément. Et puis ceux qui viennent en Europe, c'est ceux qui savent le parler. Les guides touristiques, les gens dans les entreprises, etc. Eux, c'est ceux qui le savent. Donc on a l'impression qu'ils le savent de plus en plus. En réalité, c'est moins de 1% des Chinois qui l'apprennent. Les Français apprennent l'anglais et les Russes maintenant apprennent l'anglais. Les Anglais ont arrêté d'apprendre le français et pendant la guerre froide, ils avaient commencé à apprendre le russe. Ils arrêtent d'apprendre le russe. Par contre, le taux d'anglais qui apprennent le chinois augmente. Pourquoi? Vraiment, la logique pure et simple. Si l'autre n'apprend pas ta langue, t'es obligé d'apprendre la sienne pour faire du commerce avec lui. Du coup, ils sont pas fous les Anglais. Ils disent putain, les Chinois ils apprennent pas notre langue, on va devoir apprendre un peu la leur. On est soumis sciemment à l'hégémonie de l'anglais et on cherche des excuses pratiques pour le défendre. Mais oui, mais c'est... Et d'ailleurs, putain, et ça, même ça j'en parle... Mais vraiment, j'ai tout un chapitre là-dessus, j'ai presque envie de vous lire des extraits. Il y avait un rapport parlementaire britannique qui expliquait qu'il fallait continuer à pousser pour, en gros, imposer l'anglais à l'étranger, au motif, et ils sont pas fous, hein, au motif, et ils ont tout à fait raison, que les élites occidentales ont de plus en plus tendance à poursuivre leur cursus dans des universités anglo-saxonnes, notamment britanniques, et donc ces gens, une fois qu'ils rentrent dans leur pays et qu'ils ont des postes à responsabilité, ils se font avocats du Royaume-Uni. Et ils défendent la langue anglaise. Et donc du coup, ils participent activement à la diffusion de la culture anglaise, de la langue anglaise, et donc à la vision du pouvoir britannique localement. Bah ouais.
C'est comme ça que fonctionne l'impérialisme culturel. Spoil. C'est fou! Bah oui! Bah c'est ça alors! Comment ça, la moitié des ministres, ils vont étudier en Amérique et en Angleterre, et après, du coup, ils défendent l'Amérique et l'Angleterre? Bah tiens, c'est bizarre, ça! C'est un peu le même principe avec l'espéranto. Bah, l'espéranto n'appartient à personne, donc du coup, il peut appartenir à tout le monde. D'ailleurs, les Anglais n'apprennent plus de langue étrangère quasiment, et les Américains plus du tout. L'enseignement des langues étrangères aux États-Unis est très largement facultatif. Les gens apprennent tellement leur langue qu'ils se cassent plus le cul du tout à apprendre celle des autres. Vraiment plus du tout. L'un des endroits où on apprend le plus la langue étrangère aux États-Unis, c'est à l'armée. Pour des raisons de comprendre ce qui se dit dans les pays qu'on envahit, quoi. Et l'armée, d'ailleurs, historiquement parlant, a été celle qui a le plus financé la recherche et l'apprentissage des langues de manière efficace. Et effectivement, t'as raison, Forbidden, on parle pas de l'anglais pour faire du tourisme à l'endroit ou commander un plat au resto. On parle de l'anglais comme langue imposée de manière systémique à des grosses échelles, notamment sur le plan macroéconomique, etc. Évidemment, c'est juste, il y a 2 ans. En fait, faut comprendre qu'il y a une différence entre l'impérialisme culturel, effectivement, et vous qu'allez-vous commander une pizza pour la semaine que vous allez passer à New York dans votre vie. Hein. C'est juste, on est sur 2 choses qui sont vraiment très très différentes. Hein. Vraiment très différentes. Hein. C'est pas les mêmes enjeux. Hein. Du coup, c'est pas la même chose. Hein. Vraiment. On est d'accord là-dessus. Hein. Et d'ailleurs, je vais vous apprendre aussi un truc. Le fait qu'en France, on ait beaucoup de production culturelle en français, économiquement parlant, c'est un gain. C'est un gain. En France, on exporte, je crois que c'est 20% des livres en France sont exportés à l'étranger. C'est un petit 20%. Tout ce qui est produit, là comme là, parce que je fais actuellement, ça génère de l'argent qui est réinvesti dans l'économie locale. L'exception culturelle française, globalement, c'est d'un point de vue économique, hein, c'est positif. Hein, ça fait qu'on est positif. D'ailleurs, le pays qui dépense le plus, le pays qui a la balance commerciale du secteur culturel la plus basse d'Europe, vraiment c'est genre à 4 milliards de négatifs, je crois, par an, c'est la Suisse. Parce que la partie germanophone apporte d'Allemagne, la partie italophone apporte d'Italie, la partie francophone importe de France, et les 3 parties importent des États-Unis. Et ils exportent rien. Et ils exportent rien. On casse les couilles à Netflix pour qu'ils fassent des créations FR, c'est bien. Oui, et puis ça devient parmi les séries qui sont les plus regardées au monde d'ailleurs. Donc ça coûte de l'argent aussi. Ça coûte. Ça vous appauvrit. Je trouve que c'est pas différent. La langue anglaise devient mondiale de façon systémique justement parce que tout le monde l'apprend aussi pour pouvoir s'acheter des pizzas en vacances. Je suis pas d'accord. Je suis juste pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Ça, souvent, c'est un savoir qui est un peu enfoui, qui n'est pas prégnant. C'est-à-dire, tu vas réactiver tes connaissances pour un contexte spécifique. Tu vas pas vivre avec. Et d'ailleurs, le fait que beaucoup de gens ont continué à apprendre le français à l'étranger, bon, c'est pour lier prestige à l'histoire, et il y a aussi la réputation selon laquelle la France n'apprenait pas les langues étrangères. Ce qui est faux, d'un point de vue statistique d'ailleurs. La France est tout à fait dans la médiane européenne. Et dans la moyenne d'ailleurs, dans la médiane et dans la moyenne. En fait, c'est peut-être l'une des choses qui fait que les gens sont forcés d'apprendre un minimum de français quand ils viennent en France. Parce que c'est incitatif en fait. Encore une fois, si tu penses que les autres ne parlent pas ta langue, tu vas devoir apprendre la leur. Et aussi, on le voit, oui, ça j'ai pas parlé, mais on le voit aussi que dans des négociations commerciales, les natifs anglophones sont plus avantagés. Donc d'un point de vue commerce, hein, le fait que tout le monde parle en anglais, bah, si jamais il y a quelqu'un qui parle anglais natif, il a plus de chances que la négociation lui soit favorable. Tout simplement parce qu'il est chez lui en fait, il est à la maison, il parle la langue qu'il veut, il maîtrise tout à fait les outils, il n'a pas besoin de déployer autant de concentration et donc du coup toute cette concentration il peut la mettre sur autre chose. C'est assez intéressant de voir qu'il y a tout un tas de pans, hein, tout un tas de trucs hein, sur lesquels tu peux vraiment agir quoi. Oui, c'est Claude Agèche qui disait le problème est là que la plupart des gens qui affirment il faut apprendre des langues étrangères n'en apprennent qu'une, l'anglais. Et cela fait peser une menace pour l'humanité tout entière. Humblement. Oui, non mais là tu parles un truc vraiment spécifique, Naruto là, vraiment. Oui, d'accord, t'as un pote grec avec qui tu parles anglais, mais qu'est-ce que c'est, enfin, et j'espère que si jamais tu conclus avec, eh ben t'apprendras le grec et lui le français, j'espère. Sinon c'est triste un peu. Hein.
Quelle menace? Je vois pas de désavantage à ce que toute l'humanité parle nativement la même langue. Mais en fait, ça n'arrivera... En fait, c'est parce que ça n'arrivera jamais. Cela ne peut juste pas arriver. Cela ne peut pas arriver. Pour tout un tas de raisons. Quand tu sais comment les langues évoluent, et comment les langues se fractionnent, comment les langues se divisent, et comment fonctionne le principe même de la diffusion des langues, la constitution des communautés linguistiques, etc., en fait, ça n'arrivera juste jamais. Ça n'arrivera jamais. Ou alors, ça n'arrivera que... le scénario le plus probable, c'est il y a plusieurs langues qui existent, mais il y en a une qui est imposée par l'endroit où elle est majoritaire. En fait, ce qui est le plus probable, c'est que, genre, on est à la limite, où l'arabe pourrait s'imposer sur tout le Maghreb et le Moyen-Orient, le swahili dans tout le sud de l'Afrique, admettons, le chinois en Chine, etc. Et le reste parlerait un espèce d'anglais chelou ou alors plein de petites langues locales. Mais par contre, les pays anglo-saxons, eux, parleraient anglais et contribueraient à la diffusion et l'imposition de leur langue comme langue médiane. Ça, par exemple, c'est un scénario qui est plus... selon moi, qui est plus envisageable et plus vraisemblable que tout le monde se met à parler la même langue. Au vu de la puissance montante de la Chine, tu penses qu'ils vont tenter d'imposer leur langue dans le futur? Ils le font chez eux, hein. Et ils sont plus d'1 milliard, hein. Ils peuvent très rapidement gagner. Et donc, bref, il y a tout un tas de trucs, hein, Par exemple, il a notamment été... Peut-être, en fait, c'est une question qui se pose, c'est est-ce que le fait de produire de la connaissance linguistique en anglais ne conduit pas à ton invisibilisation sur le marché du savoir? C'est une question qui se pose. L'Inde aussi peut avoir une grande influence dans le maintien de l'anglais. Oui, mais c'est... en fait, oui et non. L'anglais d'Inde a la réputation d'être inaccessible de la part des autres qui parlent anglais. Et donc, du coup, on leur demande toujours à eux de faire un effort pour s'adapter à l'anglais occidental classique, et jamais le contraire. L'anglais indien est incompréhensible, pas pour eux, hein, ils sont beaucoup en plus. Mais par exemple, les chercheurs qui publient en anglais pour être plus visibles à l'étranger, qu'est-ce qui dit qu'ils le sont? En fait, ce que ça fait, et d'ailleurs on le voit genre avec des trucs à la con, genre le classement Shanghai, etc., c'est que ça renforce des revues qui sont anglo-saxonnes. Sauf que les revues anglo-saxonnes préfèrent toujours publier des études où les auteurs sont soit anglo-saxons, soit ont été produites par des universités anglo-saxonnes. Et donc il y a un biais de sélection. Il y a un biais de sélection qui est important. Et si jamais les pairs, les relecteurs ou les éditeurs, ça, je veux vraiment plus spécifiquement parler de ce qui va toucher aux sciences humaines là, du coup, pour vous dire. Si jamais il y a une incompatibilité culturelle ou un problème culturel qui font que la perception de la chose, il y a une résistance en fait sur le traitement du sujet qui est purement culturel lié aux éditeurs, en fait, on va avoir du coup un biais de sélection qui va être d'autant plus décuplé. On le voit sur des publications linguistiques où les exemples ne portent pas sur des exemples de la langue anglaise, par exemple. En fait, on le voit très clairement en linguistique, hein, c'est-à-dire que le fait de faire toute la publication du tout à l'anglais fait que les exemples choisis sont du tout à l'anglais aussi. Sauf qu'en fait, l'anglais n'est pas du tout révélateur de la diversité linguistique du monde. Donc du coup, on a beaucoup de biais, d'un coup. Ou alors des études en neuropsycho qui vont se baser sur des locuteurs de telle ou telle langue. Ils vont dire, allez, du coup, on a pris des gens de cultures différentes, on a pris des gens de Singapour, d'Angleterre, du Canada et des Pays-Bas. Et en fait, quand tu regardes dans les détails, c'est toute l'étude a été conduite en anglais. Et donc, du coup, ça induit des biais. Il y en a pour qui la langue elle est native, d'autres pour qui elle ne l'est pas. Et en fait, tous ces gens parlent la même langue. Donc, la diversité culturelle invoquée, qui est censée être le critère de vérifiabilité, en fait, ne l'est pas. Ou pas intégralement, puisqu'il y a un biais linguistique. Tous ces gens parlent la même langue. Et d'ailleurs, on voit, dans certaines publications du genre, des conclusions qui sont universalistes. C'est-à-dire, ça marche chez les Singapouriens, chez les Néerlandais et chez les Anglais. Du coup, c'est que ça marche dans le monde. En fait, non. Là, vous avez pris personne qui ne parle une autre langue que l'anglais. Et donc, du coup, comment est-ce que vous pouvez éliminer des biais qui sont, là, en neuropsycho, hein, qui sont purement liés à la perception du monde qui est liée à la langue qui est parlée. Donc, ça induit des biais. Ça induit des biais. Voilà, et là, c'est que des trucs dans lesquels j'ai lu, hein. Je bosse en génétique des pop chez les plantes, la plupart des papiers sont en chinois.
Entre suédois et danois, c'est le choix de la compréhension. Non mais, ça s'apprend. Et ça s'apprenait à l'origine. Ça s'apprend. Ou entre le norvégien et le danois, si tu veux. Ça s'apprend et il s'apprenait à l'origine. Il coûte combien le livre? Il est pas encore sorti, donc il a pas de prix encore. Il coûtera moins de 20 balles, c'est sûr. Pour mieux comprendre un document étranger, c'est quoi? D'apprendre la langue ou de passer par un traducteur? Mais de toute façon, il y a tout un tas de trucs pour lesquels, de toute façon, c'est encore obligatoire d'avoir un traducteur assermenté, tout simplement parce que et même d'ailleurs à l'échelle de la communication des chefs de l'État. C'est-à-dire que normalement, toute personne, tout chef de l'État ou tout homme politique est accompagné d'un traducteur, enfin d'un interprète en l'occurrence, parce que des erreurs de compréhension entre des gens qui ne parlent pas la même langue maternelle, ça arrive tout le temps. Et donc du coup au niveau administratif, d'une part, ou au niveau politique à très haut niveau, ça peut avoir des impacts terribles. Et donc du coup, c'est pas pour rien qu'il y a des interprètes qui sont formés pour. Mes potes belges me disent que ça les ennuie d'étudier l'autre langue officielle. Alors tes potes belges, francophones, puisque les flamands le font tout à fait. Et ça fait une raison qu'il y a l'impérialisme culturel. Les gens parlent français plus qu'ils ne parlent flamand en Europe, et le français a meilleure presse que le flamand. Donc du coup, les flamands apprennent le français, et les francophones n'apprennent pas le flamand. Et ouais. Pour ça d'ailleurs que les francophones sont très attachés à l'idée de Belgique, et les flamands beaucoup moins. Parce que c'est les francophones qui ont fait la Belgique, c'est pas les flamands. Ils avaient vraiment rien demandé. Même d'ailleurs, à la base, le flamand n'était même pas langue officielle du tout de Belgique. À la base, le français était obligatoire dans toutes les élections étaient menées en français. Tous les partis politiques devaient faire des discours en français. Tout était en français. Donc du coup, quand t'étais flamand, t'étais en mode... Il a fallu attendre le mouvement flamand 1939 et plusieurs victoires par les flamands pour avoir le droit d'avoir des procès en flamand, de militer en flamand. Et vraiment, ça a été une galère pas possible. La première université de langue flamande, plutôt de langue néerlandaise, en Belgique, c'est sous l'occupation allemande. Hein. Ils ont dû attendre l'occupation allemande pour pouvoir avoir une université en flamand. Et live débris, ça ne mange pas un peu l'audience? Si, mais c'est pas grave, c'est bien d'en faire. Je trouve que c'est bien, ça apporte ça permet d'anticiper aussi quelques critiques qui peuvent être émises sur les vidéos. Et dire ce que je n'ai pas pu aborder, que j'aurais voulu le faire. Les angles morts, etc.